Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite donc la bienvenue dans le débat de ce soir en présence de nos deux invités qui sont Anne-Laure Mahé et Clément Day. Bonsoir à vous deux et un grand merci aussi à vous d'avoir accepté de venir débattre avec nous de la transition soudanaise ce soir. Anne-Laure est chercheuse et spécialiste de l'Afrique de l'Est à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire à Paris. Elle est titulaire d'un doctorat en sciences politiques de l'Université de Montréal. Et vous avez rejoint l'IRSEM après avoir fait un stage doctoral ou postdoctoral plutôt au Centre d'études et de recherche internationale, également à l'Université de Montréal. Vos recherches portent sur le fonctionnement des régimes autoritaires et vous travaillez notamment sur le cas soudanais. Clément, quant à vous, vous êtes enseignant au département de sciences politiques de Paris 1 et postdoctorant au sein du programme de l'Agence nationale de recherche South-Sud, donc Thinking Alternative World Across Sudanese Revolution. Vous êtes titulaire d'un doctorat en anthropologie de l'Université Paris 8 qui porte sur les organisations clandestines urbaines dans le Soudan pré-révolutionnaire. Et actuellement, vos recherches se concentrent sur les reconfigurations de l'État et les pratiques de pouvoir durant les périodes dites de transition. Donc ce soir, nous allons ensemble tenter de décrypter les évolutions au Soudan, ce pays situé en Afrique de l'Est et qui compte parmi les pays les plus pauvres au monde. Ce pays a été tenu d'une main de fer pendant 30 ans par le dictateur Omar el-Béchir, relativement épargné quand même au début de la vague des printemps arabes qui frappe les pays voisins. Le Soudan a été rattrapé par cet élan révolutionnaire en décembre 2018. La population soudanaise s'est mobilisée à son tour pour voir éclore un changement démocratique dans leur pays. Rêve qui a viré malheureusement au cauchemar le 25 octobre dernier, lorsque la junte militaire du général Abdel Fattah al-Burhan reprend le pouvoir, annonçant alors la dissolution des institutions étatiques et décrétant l'état d'urgence. Donc pour commencer, Anne-Laure, comment expliquez-vous les révoltes populaires qui ont éclaté à la fin de l'année 2018 ? Quels étaient peut-être les facteurs déclencheurs et dans quelle mesure cette révolte est-elle comparable ou non aux révolutions arabes qui ont eu lieu dans d'autres pays? Alors, l'élément déclencheur immédiat de la révolution en fin 2018, c'est l'augmentation du prix de la farine et du coup l'augmentation du prix du pain, qui va être un peu ce qui met le feu aux poudres et ce qui va conduire les gens à faire tout un tas de manifestations, et notamment à attaquer directement les quartiers généraux du parti au pouvoir, le National Congress Party. C'est-à-dire que très vite, en fait, on va dire que c'est une révolution basée sur des revendications économiques, mais en réalité, c'est de suite politique, avec de suite un ciblage du régime comme étant responsable de ces maux économiques, sachant que même si c'est ça qu'on peut qualifier comme élément déclencheur immédiat, on a quand même une histoire plus longue sur une crise économique qui s'empire, en fait, notamment depuis l'indépendance du Sud-Soudan, là où étaient situés les puits de pétrole, qui épuise du coup la légitimité du régime, qui en fait, depuis le début des années 2000, était beaucoup basé sur ses performances économiques et qui du coup ne peut plus en fait alimenter ses légitimités. Donc c'est un peu un ensemble voilà, de facteurs qui va conduire à cette révolution, parce que pour des révolutions, vous avez toujours également voilà, des acteurs qui étaient déjà actifs clandestinement auparavant, qui du coup vont agir à ce moment-là. Ça va se répandre dans tout le pays et toucher des classes sociales très diversifiées, ce qui n'était pas nécessairement le cas de précédentes manifestations et mouvements populaires. Donc c'est un peu une perfect storm, comme on dit, qui se met en place. Et pour la comparaison, moi je ne suis pas spécialiste des autres pays, des autres révolutions du printemps arabe, pour employer ce terme un peu problématique, mais c'est vrai qu'on a eu aussi dans les printemps arabes cette idée que ça partait de revendications très économiques, avec des personnes comme ce jeune homme qui s'était immolé venant de milieux sociaux plutôt populaires. Donc peut-être que là, il y a une comparaison. Après, on est vraiment dans des contextes assez différents, dans un régime avec une idéologie assez spécifique qui a duré pendant 30 ans, avec tout un tas de générations qui n'a pas nécessairement connu autre chose. Donc voilà, on est quand même dans des contextes assez différents, ce qui produit des conséquences assez distinctes. Merci beaucoup, Anne-Laure. Donc, vous l'avez déjà laissé sous-entendre.
dans votre réponse, mais le Soudan a effectivement déjà connu quelques antécédents révolutionnaires dans les années 2013 notamment et 2016, qui ont déjà à l'époque traduit des aspirations démocratiques de la société civile soudanaise et notamment la mise en place d'associations pour la défense des droits civiques. On peut peut-être à ce titre nommer l'association des professionnels soudanais, qui a joué aussi un rôle important dans les révolutions, dans la mobilisation en 2019. Donc, Clément, est-ce que vous pourriez peut-être revenir pour nous sur cet aspect-là? Alors, il faut bien comprendre que même s'il y a eu un cycle assez fort de contestation depuis une dizaine d'années avant la Révolution, ces contestations ne sont pas la cause de la Révolution non plus. Il n'y a pas d'effet mécanique, même si ça va permettre de diffuser un certain nombre de répertoires d'action, de sédimenter un certain nombre de pratiques, de lutte, qu'elles soient clandestines ou pas. Et c'est quelque chose d'assez important parce que ces pratiques vont être reprises ensuite dans la dynamique révolutionnaire, qui a une dynamique propre, qui n'est pas une dynamique seulement héritée du passé, mais qui va acquérir son autonomie et sa lutte, ses dynamiques de lutte assez propres. Néanmoins, à partir de 2010, il commence à se construire un espace de contestation plus ou moins fort qui est dû en grande partie à un moment de libéralisation des années 2000 où un certain nombre de jeunes acteurs vont commencer à avoir un peu plus de liberté de pratique qu'ils vont mettre en œuvre ensuite à un moment où le régime se referme après 2010, après la séparation du Sud-Soudan, et il va y avoir tout un certain nombre d'événements, de soulèvements assez forts, hein, parce qu'en 2013, par exemple, il y a un soulèvement urbain à Khartoum et dans quelques grandes villes du pays où il y aura plus de 200 morts, un certain nombre de postes de police qui sont brûlés, l'État ne contrôle plus une des villes de Khartoum, donc qui est la ville d'Omdurman. Donc voilà, il y a quelque chose d'assez fort. Quelques années après, vous avez un autre type de lutte qui va se développer, qui est la grève générale. Donc en 2016, vous avez plusieurs types de grèves générales. Ce sont souvent les mêmes acteurs, d'ailleurs, qui ont participé au soulèvement populaire de 2012-2013, qui vont réinvestir en 2016 d'autres moyens de lutter au travers des associations professionnelles et des grèves sectorielles. Voilà. Donc, on a cette dynamique historique de lutte. On est dans un cycle de lutte qui permet de comprendre l'émergence d'un certain nombre d'acteurs qu'on va retrouver aujourd'hui. Néanmoins, voilà, il n'y a pas d'explication causale entre ce cycle et la dynamique propre de la Révolution. Vous parliez des villes, donc est-ce que vous pourriez peut-être aussi revenir un peu là-dessus? Quelles sont les villes, en fait, on va dire un peu stratégiques depuis lesquelles cette révolution s'est organisée? Donc, dans les différents articles de journaux, j'ai beaucoup pu lire parler de Atbara, donc apparemment un faubourg assez syndicaliste, mais aussi le nom de la ville Port-Soudan est assez régulièrement tombé et je me demandais pourquoi. Alors, Atbara, c'est l'histoire du Parti communiste et du syndicalisme soudanais. C'est très lié à cette histoire-là qui est extrêmement prégnante. Et donc, c'est un symbole politique parce que c'était l'endroit où il y avait le quartier général des chemins de fer au Soudan, qui était le lieu du syndicalisme ouvrier soudanais et qui a été un des points d'appui des révolutions antérieures de 64 et de 85. Et donc, cette ville a pris une dimension symbolique du fait de cette histoire, mais aussi parce qu'il y a des images extrêmement fortes qui ont été diffusées d'incendies de centres du National Congress Party dont on parlait tout à l'heure. Et c'est une des premières villes qui va se mobiliser. Néanmoins, ce n'est pas la seule ville qui va se mobiliser. Les débuts sont à Damazine, donc dans le sud, dans le Nil bleu, une ville assez pauvre du sud, une ville d'une région en guerre. Et il faudrait faire attention à cette histoire des temps potentiellement des différentes villes, parce qu'il est probable que l'éruption des révoltes à Damazine et à Atbara soit liée au fait que c'est les premières villes qui ont subi les expérimentations de coupes de subventions et les premières pénuries de pain. Et donc, il faudrait peut-être cette hétérogénéité des temps. Tout le monde n'a pas vécu au même moment les coupures de subventions, et donc peut-être que le cycle
de ces protestations est lié aussi à cette histoire-là. Néanmoins, il faut bien comprendre qu'au Soudan, les révoltes ne se sont pas concentrées qu'en ville, elles se sont concentrées dans différents endroits du pays, y compris dans des régions rurales, puisque la région de la Gézira, il y a beaucoup de manifestations dans des petites villes de 5-10 000 habitants, que Port-Soudan a rejoint la contestation en effet, mais n'a pas été forcément un lieu symbolique particulièrement fort. Et on entend beaucoup parler de Port-Soudan maintenant parce qu'il y a eu des grandes grèves et que le Port-Soudan a bloqué le pays suite à des conflits entre le centre et la périphérie, mais post-révolutionnaires. Et donc, voilà, il y a une dynamique qui est assez forte et qui s'inscrit aussi dans quelque chose qu'on n'a pas encore dit, c'est que la révolution soudanaise, contrairement à peut-être les cas tunisiens et égyptiens, il a fallu plus de 6 mois de manifestations, de grèves, etc., pour arriver à la chute d'Omar el-Béchir, pas la chute du régime, la chute d'Omar el-Béchir. Et donc, cette temporalité très longue a fait que différents lieux se sont mobilisés dans des moments différents et de manière assez cyclique. Merci beaucoup, Clément. Je me tourne à Anne-Laure. Donc, les gens descendent dans la rue, ils expriment leur colère. Quelles sont les réactions du régime face à ça? Alors, la réaction a été assez étonnamment. Alors, évidemment, il y a eu de la répression, il y a eu des personnes qui ont été, qui sont décédées, qui ont été battues, etc. Mais la réaction a été quand même relativement faible dans un premier temps, où, comparé notamment à ce qui avait pu se passer en 2013, où en une journée, vous avez à peu près 200 morts. En fait, ça n'a pas été le cas de ce début de la révolution, ce qui a pu, du coup, provoquer un effet d'entraînement, mais il y a quand même une réaction, et notamment, en fait, ce qu'on va voir, ce sont les milices. Alors, il y a tout un tas de milices au sein de l'appareil sécuritaire, hein. Vous avez, il y a l'armée, il y a les forces paramilitaires, il y a les services secrets, mais il y a aussi des milices liées notamment au parti au pouvoir, des milices étudiantes aussi, et ce sont elles qui vont plutôt faire le sale travail, entre guillemets, dans un premier temps. Après, on va voir aussi les forces paramilitaires des Rapid Support Forces qui vont intervenir un peu plus marginalement dans un premier temps, puis plus davantage lorsqu'il y aura le sit-in. Mais donc, c'est une réaction qui, en fait, un peu, comment dirais-je, un peu timide dans un premier temps, sans, encore une fois, nier que des gens ont quand même été victimes d'une certaine répression. Donc, c'est donc à partir du 6 avril, en fait, où les choses ont commencé à changer, puisque les manifestations, au début assez disparates, se sont donc agrégées en un mouvement de contestation unique contre le pouvoir. Et c'est donc le 6 avril que les militaires se sont désolidarisés quelque part de Omar el-Béchir. Donc, comment expliquez-vous ce retournement, en fait, de l'armée? Et est-ce que vous pourriez peut-être également revenir pour nous sur la relation contre Déné, le dictateur, avec justement ces généraux? Alors, ce que j'aimerais préciser dans un premier temps, c'est qu'on ne sait pas grand-chose sur le fonctionnement interne de l'appareil sécuritaire du régime, parce que c'est un régime autoritaire qui était très fermé. Et donc, déjà, voilà, moi, on peut faire un certain nombre d'hypothèses étayées sur certains faits, mais il n'en reste pas moins qu'on saura dans quelques années ce qui s'est exactement passé, hein, pour le coup d'État. Moi, mon interprétation de la situation, c'est qu'en fait, on était notamment dans une période où, au vu des difficultés économiques, le régime était vraiment dans un processus à l'international, de charme, on va dire, pour faire lever notamment les sanctions et pour notamment retirer le Soudan de la liste des pays qui soutiennent le terrorisme américain, ce qui aurait donné accès à un certain nombre d'aides, etc. Et donc, dans ce processus, la personnalité d'Omar el-Béchir était devenue un petit peu encombrante à un moment donné, parce que lui symbolisait, alors il y en a d'autres, hein, mais particulièrement le régime. Il est poursuivi par la CPI, ce qui pose un léger problème quand on essaye de lever des sanctions, notamment une partie des sanctions sur ce qui s'est passé au Darfour, et c'est pour ça qu'il est poursuivi par la CPI. Donc c'était devenu une personnalité un petit peu encombrante qui focalisait vraiment les revendications des manifestants, et mon interprétation de la situation, on était face à un appareil sécuritaire qui, pendant 30 ans, a été très divisé. En fait, c'était une stratégie du régime, ce qu'on appelle le counterbalancing, c'est qu'on va créer tout un tas d'institutions assez relativement autonomes pour qu'elles se battent entre elles pour les ressources, etc., et qu'elles ne viennent pas se battre contre le dirigeant, en fait. Donc, c'est divisé pour mieux régner, hein, c'est assez basique, et c'est qu'en fait, avec ce processus qui se mettait en place, ce processus révolutionnaire, de manifestation, etc.,
on a eu une alliance des trois forces principales de l'appareil sécuritaire, les Rapid Support Forces, l'armée classique, on va dire, et les services secrets, qui ont renversé ce personnage qui était devenu un petit peu trop encombrant. Et comme le disait Clément, en fait, c'est la fin de Marie Béchir, ce n'est pas nécessairement la fin du régime. C'est pas tout le système qui s'est effondré un soir d'avril 2019. Merci beaucoup, Anne-Laure. Donc, pour résumer un peu cette première partie, on a essayé de dresser un peu le tableau du début des révolutions jusqu'à la chute de Omar el-Béchir. On pourrait donc dire que c'est dans une situation économique et politique difficile qu'émergent justement les mobilisations de la population soudanaise. Anne-Laure parlait du pain. Une denrée alimentaire de base était effectivement devenue inaccessible pour la majorité des Soudanais. Et dans ce contexte, le régime d'Omar el-Béchir tombe donc, ou plutôt c'est lui et pas le régime, le 11 avril 2019, ouvrant ainsi la voie à un processus de transition démocratique. Un accord de partage de pouvoir est adopté entre civils et militaires à l'été 2019. Donc cet accord de partage qui a été négocié sous la supervision de l'Union africaine avec l'aide notamment de l'Éthiopie en août 2019 a mis en place un conseil de souveraineté bicéphale qui devrait gouverner la transition démocratique du Soudan, avec d'un côté le général Abdel Fattah al-Burhan, donc le représentant du pouvoir militaire qui a été nommé président, et de l'autre côté Abdallah Hamdok, donc ancien économiste de l'ONU, si mes souvenirs sont bons, représentant du pouvoir civil et a été donc nommé comme Premier ministre. Donc pourquoi cette formule de bicéphalité a-t-elle été retenue justement comme étant peut-être la meilleure solution pour entamer cette transition démocratique au Soudan, Clément? Cette bicéphalité, elle est le produit d'un rapport de force à un moment donné. L'armée soudanaise et les milices soudanaises ont commis un massacre assez important le 3 juin qui a complètement retourné l'opinion de la population qui leur était relativement hostile, mais qui se demandait un petit peu encore, est-ce que l'armée est potentiellement un petit peu révolutionnaire? Pas du tout. À partir du 3 juin, il y a un massacre extrêmement important avec des images qui ont circulé de viols, de personnes jetées dans le Nil, etc., qui ont fortement marqué la population et qui retournent la population contre l'armée à ce moment-là et qui retournent aussi de fait une grande partie de la communauté internationale. L'armée ne voulait, et pourtant, malgré ça, cet accord a mis plus d'1 mois et demi à être dessiné. L'armée ne voulait absolument pas lâcher de pouvoir et de gouvernement civil qui pourrait être le fruit de partis politiques. C'est-à-dire qu'ils étaient à peu près d'accord sur l'idée d'avoir des technocrates que eux-mêmes nommeraient, mais absolument pas de gouvernement civil nommé par des forces issues de l'opposition. Et donc cette bicéphalité, elle est le produit de fait dès le début d'une mésentente et d'un conflit entre civils et militaires, un conflit extrêmement fort, des tensions extrêmement fortes qui vont continuer par la suite, mais qui était à ce moment-là la seule possibilité, les militaires ne voulant pas plus et les civils n'arrivant pas ou ne pensant pas, ne s'imaginant pas pouvoir obtenir plus des militaires. Donc on est vraiment dans ce moment-là. Et d'ailleurs, juste pour compléter aussi, cet accord, il entérine aussi une recomposition des forces de l'ancien régime, puisque dans cet accord, l'ancien parti au pouvoir est interdit et les forces de sécurité donc de la NIS, donc des services de sécurité intérieure, sont dissoutes. Et donc, il y a une vraie recomposition des forces de l'ancien régime, donc des élites de l'ancien régime en tout cas, avec l'exclusion de deux des champs, des secteurs qui soutenaient ce régime-là. Donc, vous avez un affaiblissement de ce côté-là, mais vous avez un renforcement du poids de l'armée qui avait au contraire perdu beaucoup de poids économique et politique sur les dernières années et qui là revient vraiment comme un acteur dominant de la scène politique et des institutions politiques soudanaises. Donc voilà, cette dichotomie, elle est due à ces rapports de force-là, à ces règlements de compte aussi internes à l'ancien régime, hein, l'armée qui en profite pour exclure la NIS en s'alliant avec les Rapid Support Forces et un certain nombre de milices. Et donc voilà, les recompositions, elles ne se font pas qu'entre deux champs d'acteurs, elles se font avec aussi d'autres acteurs qui d'ailleurs, en grande partie, la majorité de ces acteurs, y compris des acteurs civils, ne sont pas forcément des personnes qui souhaitent la transition vers une démocratie libérale. Beaucoup d'acteurs civils issus soit des périphéries du Parti communiste, etc., ne sont pas des gens qui souhaitent
nécessairement la démocratie libérale. L'accord de transition est quelque chose entre des personnes autour d'un moindre mal pour tout le monde, entre guillemets. Merci beaucoup Clément. Effectivement, il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé depuis août 2019 autour de cet accord. Et donc, je voudrais peut-être revenir sur une analyse qui a été produite par le politologue soudanais Al-Fendi autour justement de cet accord, puisqu'il dit dans un article publié sur le site d'Al Jazeera que cet accord de 14 points était d'emblée voué à l'échec au vu des différents griefs entre les parties prenantes du processus et leur insécurité auto-renforçante, c'est le terme qu'il emploie. Donc en effet, effectivement, et vous l'avez dit tout à l'heure, les civils reprochaient aux militaires d'avoir tiré sur les manifestants lors d'un sit-in qui a eu lieu le 3 juin à Khartoum. Et de leur côté, on a les forces civiles qui reprochent à l'accord d'avoir permis justement l'intégration de la milice tribale des Rapid Support Forces à l'armée. Cela pose, selon Abdel Fattah El-Fendi, un problème pour l'intégrité étatique et notamment pour la gestion démocratique du monopole de la violence légitime. Comment voyez-vous cela, Anne-Laure? C'est une analyse à laquelle vous souscrivez ou vous nuancerez cela? Alors, je pense que c'est des processus tellement indéterminés, les processus transitionnels de changement, transformation de régime. Je suis pas sûre qu'on aurait dit dès le début des manifestations et qu'on disait que ça allait fonctionner. Enfin, c'est toujours a posteriori, on se dit ça n'allait jamais, j'allais marcher. Donc, en fait, je pense que ça aurait pu en être autrement, mais ça en a été ainsi. Après, ceci dit, la question posée de qu'est-ce qu'on fait, je vais dire des militaires en englobant les forces paramilitaires par facilité de langage, c'est une question extrêmement classique de toute transition après un régime, que ce soit un régime autoritaire dirigé par des militaires en particulier ou que ce soit un régime autoritaire pas dirigé par des militaires, parce que nécessairement il y a tout cet appareil répressif qui a été surdéveloppé pendant des années, en particulier au Soudan qui est quand même un régime extrêmement répressif. L'argent du pétrole a largement été investi dans cet appareil sécuritaire. Donc c'est un acteur très important, autonome au niveau économique, avec ses propres, l'armée qui avait ses propres, ses propres entreprises, etc. Les RSF également, ses propres sources de revenus. Donc c'est un dilemme extrêmement classique, on l'a vu dans les années 90 par exemple en Amérique latine, qu'est-ce qu'on va faire de ces militaires-là, où se pose une question, alors je ne veux pas dire opposer pragmatisme parce que ce n'est pas nécessairement du pragmatisme, mais est-ce qu'on accepte certaines choses, on accepte de passer sur certaines exactions qui ont été commises en sacrifiant l'idée de justice, qui est quand même une demande que les gens ont, en se disant on verra ça plus tard parce que pour l'instant il faut... si on ne leur offre pas une porte de sortie aux militaires, en fait, ils vont rester là. Ou est-ce qu'on va sur cette idée de justice qui est une fronde populaire, qui contribue à la mobilisation, etc., et qu'on est dans un rapport de force directement avec les militaires pour qu'ils s'en aillent. Ça, c'est une décision que les acteurs, un calcul que les acteurs font eux-mêmes au moment du processus. Mais voilà, c'est vraiment un questionnement très, très classique. Et en fait, c'est le questionnement qu'on a encore actuellement sur le Soudan. Qu'est-ce qu'il faut donner? Est-ce qu'il faut donner quelque chose aux militaires pour qu'ils s'en aillent? Et qu'est-ce qu'on leur donne et qu'est-ce qu'on ne leur donne pas? Et ceci étant dit, sur la question du massacre du 3 juin, ce que je trouve assez intéressant, c'est que, alors nécessairement, il y avait un enjeu qui est que les auteurs du massacre sont au pouvoir. Donc, est-ce qu'on met en place un comité, enfin une enquête? Qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir donner? Ceci étant dit, dans certaines villes comme El Obeid, dans l'ouest du pays, par exemple, où vous aviez eu un massacre, enfin, vous avez eu plusieurs jeunes de 16 ans à peu près qui ont été tués pendant des manifestations, vous avez eu des condamnations de membres des forces paramilitaires qui ont été récemment condamnés à mort, en fait. Donc, encore une fois, pour dire que tout ne se passe pas pareil dans chaque espace du pays et que ces calculs-là, en fait, de justice, etc., sont aussi différents en fonction de la région dans laquelle on est, en fait, où la situation répressive n'a pas nécessairement été la même pendant 30 ans non plus. Merci beaucoup, Clément. Est-ce que vous voulez rajouter des choses? Non, je pense que vraiment cette idée de pluralité de l'État, aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'une partie des civils sont rentrés dans l'État à différents niveaux, mais que les militaires sont aussi restés dedans. Et donc, vous avez une partie à différents niveaux, vous avez une partie des institutions qui ont continué à fonctionner comme avant, selon les mêmes règles, d'autres qui ont commencé à bouger. Certaines règles se sont appliquées à un moment, à un endroit, pas à l'autre.
à nouveau, cette hétérogénéité des temporalités s'applique aussi à l'État en transformation soudanais et elle est vraiment importante à prendre en compte parce que cet État, c'est pas un État non plus si faible que ça. C'est un État qui est assez fort avec des normes bureaucratiques qui ont été développées pendant une trentaine d'années qui sont basées sur un système de valeurs, de loyauté, un système de rétribution aussi symbolique des soutiens de l'État pendant 30 ans. Et ces fonctionnaires, ils sont aussi toujours là. Du coup, la question de cette transformation de l'État, elle est extrêmement complexe parce que, par exemple, aussi au niveau local, vous avez les comités révolutionnaires qui se sont mis en place, qui ont remplacé des structures de l'ancien régime, mais en fait en reprenant les mêmes types de pratiques dans plein de lieux, mais avec une légitimité autre et qui doivent composer avec des organismes de l'État, par exemple le ministère de la planification sociale, dont rien que le nom est extrêmement marquant, et qui est régi par d'autres formes de légitimation et d'autres formes de manière de penser la politique publique, etc., et qui ont d'autres formes de loyauté. Et donc, il y a des conflits à l'intérieur de l'État. Il n'y a pas juste un conflit à l'intérieur du gouvernement entre armée et civile. C'est-à-dire que ces conflits historiques de perception de l'État, du rôle de l'État, du rôle de la sécurité, de la justice, ils se déclinent de manière extrêmement complexe, sachant que l'État soudanais est un État fédéral, donc en plus, dans chaque région, cette complexité va se décliner de manière encore plus diverse. Merci beaucoup Clément et Anne-Laure d'avoir répondu à cette question. Je voudrais peut-être qu'on s'intéresse maintenant aussi un peu au positionnement des pays alliés du Soudan, notamment l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Égypte, car tous ont politiquement et aussi financièrement soutenu le pouvoir militaire. Pourquoi ces pays ont-ils jugé justement que l'armée devrait être une composante incontournable du Conseil de souveraineté? Quels en sont leurs intérêts alors? Alors, je ne sais pas si eux, ils ont jugé ça. Il y a quand même des dynamiques domestiques propres au Soudan et je pense qu'il ne faut pas exagérer l'importance de cet acteur externe. Après, on a en fait des relations qu'on connaît très proches entre Bourhan et Mehdi qui dirigent les Rapid Support Forces et l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Égypte. En fait, Bourhan, c'est plus vers l'Égypte et Mehdi vers le Golfe, notamment parce que le Soudan, à un moment donné, après avoir longtemps joué à la fois l'Iran et l'Arabie Saoudite, décide de se mettre plutôt du côté de l'Arabie Saoudite en participant à la coalition au Yémen. Et ce sont les Rapid Support Forces qui fournissent la majeure partie des troupes sur le terrain, ce qui a contribué à l'enrichissement notamment personnel de Hemeti. Et en fait, c'était Bourhan qui organisait aussi ça en fait, avec les RSF. Donc, ce sont des gens qui se connaissaient. Et en tant que pays puissance extérieure, évidemment, vous avez envie que les gens qui arrivent au pouvoir, ce sont des gens que vous connaissez, avec qui vous avez déjà établi des relations de confiance et que vous savez, avec qui vous savez travailler plutôt que des inconnus, on va dire. Voilà. Après, il y a tout un tas de théories sur l'idée que les régimes autoritaires vont préférer des alliés autoritaires ou que des militaires vont préférer des militaires. Pour ma part, je pense que les relations internationales démontrent bien que ce genre de choses n'est pas nécessairement une considération essentielle. Tout un tas de pays démocratiques travaillent avec des pays autoritaires et vice-versa. Donc, je pense que c'est plus une question de... voilà, il faut avoir notamment pour l'Égypte un voisin où on connaît, on sait qui c'est et on saura travailler avec eux et on a déjà une influence en fait sur eux. Merci beaucoup Anne-Laure. Donc après avoir analysé un peu les clivages existants donc, au sein des forces armées, j'aimerais peut-être aussi qu'on regarde un peu ce qui se passe du côté justement des forces civiles et notamment les Forces of Freedom and Change, ce qui a impliqué aussi les factions darfouriennes. Comment ont-ils influé sur la transition démocratique, Clément? Alors, les FFC, donc Force of Freedom and Change, c'est la plateforme qui réunit dès janvier 2019 toutes les forces civiles et qui va intégrer très rapidement aussi un certain nombre de groupes armés. Le Soudan est en guerre civile continue depuis très longtemps. Au début, ces forces de ces FFC donc, vont signer les accords. C'est eux qui signent les accords. La nomination des ministres, des conseillers, etc. passe par les FFC. C'est fait partie des accords politiques. Sauf que les FFC vont commencer progressivement à
à se diviser selon des lignes politiques. Hein. Une grande partie des forces de gauche vont sortir des FFC. Les forces, une fois que le gouvernement, la signature du constitutionnel va être faite, des forces liées aux groupes armés vont également sortir parce que eux demandent des accords de paix avant de pouvoir participer à des gouvernements. Donc, cette division des FFC, elle existe assez rapidement, en fait. Ensuite, vous avez les accords de Djouba où certaines forces armées, groupes rebelles, vont signer un accord de paix. Ces forces rebelles qui signent un accord de paix, c'est 3 groupes rebelles essentiellement. Un qui est issu de la mouvance de l'islam politique, si on veut parler très rapidement, parce que ce sont des gens qui étaient proches d'Hassan al-Tourabi et qui ont participé à la rébellion au Darfour. Donc ça, c'est les JIM. Vous avez une autre force autour d'un chef de guerre qui s'appelle Mini Minawi, et enfin une 3e force autour de Yasser Arman et Malik Agar. Ces 3 forces vont rejoindre les FFC, vont rejoindre le gouvernement. Et aujourd'hui, dans la crise et le coup d'État qui se passe aujourd'hui, vont avoir des positions assez diverses. Les JM et Mini Minawi vont demander et envoyer leurs partisans soutenir le coup d'État, alors que Yasser Arman et Malik Agar vont être contre le coup d'État. Cette dynamique, elle n'est pas seulement à prendre selon des questions périphérie-centre, comme ça pourrait être assez rapidement fait. C'est fait partie du problème, c'est-à-dire que les acteurs politiques des périphéries ont un grief contre les acteurs politiques du centre du pays, du fait de la domination postcoloniale de ces acteurs sur l'État et les institutions politiques de l'État et la représentation politique de l'État depuis l'indépendance. Mais ce n'est pas seulement le cas. Vous avez aussi une autre dynamique qui est Mini Minawi. C'est un chef de guerre qui n'a pas de mouvement politique, qui n'a pas été capable de construire de parti politique et qui, de fait, n'a pas non plus de futur dans les FFC tout de suite. Et c'est quelque chose d'analyser très rapidement par beaucoup d'acteurs. Il se rapproche très vite de Hemeti et des acteurs armés. Pour les JDM, c'est encore quelque chose d'autre. Ce sont des acteurs qui sont liés au réseau islamiste des années 90 et qui sont aujourd'hui des réseaux qui soutiennent entièrement le coup d'État. C'est-à-dire que les manifestations pro-coup d'État qui vont avoir lieu avant le coup d'État sont l'œuvre en grande partie des anciens réseaux du NCP et des anciens réseaux du PCP, donc du Popular Congress Party, du défunt Hassan al-Tourabi. Et donc, en fait, vous avez plus un réalignement. Djibril Ibrahim, qui est le président de ce parti politique, est un ancien député dans les années 90 du NCP. Il était parti de ce parti au moment de la guerre du Darfour. Il revient en quelque sorte avec ses anciens alliés. Donc, vous avez plusieurs dynamiques différentes de séparation à l'intérieur des forces de la liberté et du changement, qui sont des lignes à la fois de fracture politique, puisque vous avez une alliance entre des partis un peu petits bourgeois libéraux qui va se former et qui va assurer le pouvoir. Donc, les partis qui ne sont pas sur ces lignes-là, qui sont sur des lignes plus religieuses, plus économiques de gauche, vont partir. Et vous avez aussi la dynamique périphérie et la dynamique des forces armées qui intègrent l'État. Donc, vous avez toutes ces dynamiques-là en même temps qui donnent quelque chose d'assez complexe. J'ai pris un peu de temps pour les expliquer parce que, en fait, c'est pas aussi simple que périphérie et centre, mais c'est une dynamique quand même à prendre en compte. Et donc, la question à 1 million d'euros, c'est ce coût-là, est-ce qu'il était inévitable ou prévisible? Je vais vous dire la même chose que ce que j'ai dit, c'est rien n'est jamais prévisible. En sciences politiques, on passe notre temps à être surpris. Donc, je pense que, alors, on le sentait quand même relativement venir. À un moment donné, les tensions arrivaient à un point quand même assez élevé. Le départ juste avant des groupes rebelles, des FLC, bon, ça envoyait un signal assez clair qu'il se passait quelque chose. Il y avait également des controverses sur des comités de démantèlement de l'ancien régime qui avaient été mis en place dans tout le pays. Parce que supposément, à un moment donné, ces comités en arrivaient nécessairement à toucher des biens et des privilèges que pouvaient avoir des acteurs qui étaient au pouvoir dans l'appareil sécuritaire. Je pense que c'est ça qui s'est passé dans pas mal de cas. Donc, évidemment, il y avait comment dirais-je, une montée des tensions. Après,
Encore une fois, on ne peut jamais le prévoir et encore moins quand on est dans une situation, comme l'expliquait Clément, si complexe, où c'est des clivages multiples qui se superposent et qui interagissent en produisant des résultats qui sont assez souvent surprenants. Parfois, on a des alliances où même quand on connaît bien le pays, on est surpris. Parce qu'en fait, on ne réalisait pas que ce qui s'est joué à ce moment-là, c'est l'intersection de tel clivage avec tel clivage et pas telle autre chose. Donc, on ne pouvait pas le prédire. Après, maintenant, c'est ce qui s'est passé et il faut voir ce qui va se dérouler. Mais encore une fois, on peut faire des hypothèses sur la suite, mais c'est toujours, enfin, voilà, nous, on n'a pas de boule de cristal et je pense qu'il faut qu'on s'abstienne de faire ça parce que, encore une fois, on n'a pas accès non plus à toutes les négociations qui peuvent avoir lieu en coulisses non plus, en fait. Je suis entièrement d'accord avec ce que Anne-Laure vient de dire et je voulais juste rajouter un point de vue qui est un point de vue différent, qui n'est pas d'un point de vue de l'analyse, mais d'un point de vue des acteurs politiques eux-mêmes. À partir de septembre-octobre, eux voient la perspective du coup d'État comme inévitable. Ça ne veut pas dire qu'elle l'est en soi, mais eux commencent à l'apercevoir de cette manière-là comme une réalité et ça va jouer sur leur manière de négocier avec l'armée ou d'aller au conflit avec l'armée. Vous avez quelque chose de l'ordre de la tension qui monte progressivement. Alors, bon, il y a quand même beaucoup de choses qui indiquent vers un plan relativement bien coordonné de l'armée qui poussait vers cette issue-là. Mais il y a aussi l'idée pour les civils qu'ils ont déjà donné beaucoup. Et ça, c'est pas, enfin voilà, c'est quelque chose qui est issu d'entretiens que j'ai fait il y a assez peu de temps avec des membres du gouvernement soudanais qui disaient on a donné beaucoup. En fait, si on continue à lâcher prise sur l'armée, nous ne pourrons plus jamais nous en débarrasser et on perdra notre légitimité révolutionnaire auprès des comités révolutionnaires, etc. Donc la stratégie de tension, elle a été aussi jouée du côté des civils qui se sont fait menacer plusieurs fois sur les dernières semaines avant le coup d'État physiquement par des membres, par des généraux de l'armée et qui ont intégré le fait qu'il fallait pousser l'armée à commettre ce faux pas parce que c'était le seul moyen de reprendre quelque chose à l'armée. Et sinon, il n'y avait pas de possibilité. Donc, le coup d'État a été aussi joué par un certain nombre d'acteurs civils soudanais comme la seule porte de sortie, le seul jeu possible. Malheureusement, hein, c'était pas quelque chose qu'ils voulaient faire à la base. Et donc, peut-être que l'inévitabilité, elle était vue par eux de cette manière-là. Ça ne veut pas dire qu'elle était inévitable, parce que jusqu'au dernier moment, vous avez un envoyé spécial américain qui essaye de remettre tout le monde à la table des négociations, et le soir même où cet envoyé spécial repart du Soudan, le coup d'État est advenu. Merci beaucoup Clément et Anne-Laure. Donc là aussi pour résumer un peu cette deuxième partie, donc vous avez le samedi 23 octobre 2021 donc des centaines puis des milliers de contestataires qui vont affluer devant le palais présidentiel à Khartoum. Ils ont dressé des tentes et ont promis de ne pas bouger tant que le pouvoir n'aura donc pas été confié exclusivement aux militaires. 2 jours plus tard, on le sait, donc le 25 octobre, les généraux tentent le putsch militaire. Donc ce putsch militaire, il a évidemment dans la presse et chez les analystes soulevé plusieurs questions, dont l'une qui revient beaucoup, c'est qui sont justement ces manifestants qui ont campé devant le palais présidentiel pour réclamer le retour de l'armée, mais aussi qui sont les officiers putschistes dont certains affirment qu'il s'agirait de partisans de l'ancien chef d'État Omar el-Béchir. Qualité Clément. Alors plusieurs choses dans votre question. La mobilisation devant le palais présidentiel des manifestants, ce n'est pas quelque chose qui est comparable avec la mobilisation révolutionnaire de 2 ans avant. Hein. Le nombre de personnes qui demandaient le retour de l'armée, les images de nuit montraient quand même des choses pas gigantesques, mais quand même. Et il faut peut-être pas oublier que beaucoup, alors les réseaux, et ça a été beaucoup relayé sur les réseaux sociaux et dans une certaine presse au Soudan, les réseaux partisans d'un retour à une forme d'ancien régime autour de l'islam politique et autour de l'ordre,
de la sécurité, qui sont des thèmes qui ont été rabattus pendant très longtemps depuis l'arrivée des civils au pouvoir. Ces gens-là se sont mobilisés. Et ces gens-là sont aussi les perdants de la transition. C'est-à-dire que Anne-Laure a tout à fait raison. Les réseaux de démantèlement de l'ancien régime ont touché beaucoup de monde, ont touché beaucoup de familles, ont touché un certain nombre de fonctionnaires dans certaines administrations. Et ces gens-là se sont aussi mobilisés quand ils ont été appelés à se mobiliser pour un retour en arrière. Alors, nous savons bien qu'il n'y a jamais de retour en arrière, que même si les militaires reprennent le pouvoir, ils ne réinstalleront pas l'ancien régime qu'il y avait avant. Mais voilà, il y a ces perdants, parce qu'il y a beaucoup de perdants, à la fois d'élites économiques proches de l'ancien régime, un certain nombre de fonctionnaires, un certain nombre de personnes liées familialement à tous ces gens-là. Et tous ces gens-là, ça fait aussi du monde, finalement. Et il y a une autre dynamique qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'armée et les Rapid Support Forces ont payé des gens pour venir. Ils ont mis à disposition des bus dans des villages avec des distributions d'argent. C'est quelque chose qu'on connaît assez bien. On a vu ça dans d'autres pays, en Syrie, en Égypte, un peu partout dans la région, que quand il faut mobiliser des personnes, notamment des milieux ruraux ou du prolétariat, les régimes arrivent à faire jouer un certain nombre d'allégeances pour réactiver ces réseaux. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui était assez mal payé, parce que je crois que c'était 500 livres la journée de manifestation. Donc, c'était pas beaucoup. Ça équivaut à 1,50 €. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Mais voilà, et la nourriture qui était distribuée. Il y a un certain nombre de tribus qui ont été mobilisées, des tribus liées à Emeki qui ont livré des moutons. Et ça a été un petit peu l'imagerie du rural contre les urbains des classes moyennes. Il y a tout ça qui a été mis en scène. Mais voilà, ces manifestants, c'était un peu de tout ça. C'était un peu des réseaux d'ancien régime, un peu des gens qui étaient payés. Et finalement, ils représentent. Voilà, faut pas oublier que faut pas aplatir les révolutions. La société soudanaise est complexe, et il y a aussi beaucoup de gens qui sont opposés à cette révolution et qui sont perdants dans cette révolution. Et ces gens-là, se sont retrouvés assez facilement dans cette manifestation-là. Et pour le côté plus politique, j'en ai déjà un peu parlé avant. Ça a été beaucoup instrumentalisé sur la question de la périphérie et du rural contre l'urbain et contre les élites du centre. Et je pense que ça a été une dynamique qui a été beaucoup mise en avant par les militaires, alors que le militaire qu'il demandait est un pur produit du centre, puisqu'il vient de la vallée du Nil, etc. Donc on est aussi dans ce type de contradiction-là assez forte. Merci beaucoup, Clément. Alors, je voudrais revenir peut-être un peu sur la dimension internationale, puisque nous l'avons déjà vu tout à l'heure. L'Égypte, les Émirats et l'Arabie Saoudite, ils se sont évidemment félicités de ce coup. Mais il est quand même aussi très surprenant, je trouve, qu'un pays comme Israël, qui se dit être la seule démocratie dans le monde arabe, soutienne ce coup. Alors, quels sont les intérêts de l'État hébreu à soutenir justement ce régime militaire ? Alors, moi, je ne suis pas loin d'être une spécialiste d'Israël. Je pense que ces discours sur la plus grande démocratie sont très questionnés par les spécialistes de la question. En fait, Israël, par rapport au Soudan, est dans une double dynamique. Dans une dynamique assez nouvelle, relativement nouvelle, de faire des accords avec les pays, de normalisation, de rétablissement de relations avec les pays du Golfe, des pays, on va dire arabo-musulmans, pour employer un terme, une catégorie très large, dans le but aussi de contrer l'Iran. Notamment, c'est leur objectif de politique étrangère, c'est plutôt dirigé vers l'Iran. Et le Soudan a été en quelque sorte embarqué dans cette logique-là, s'étant rapproché dans le passé des pays du Golfe, etc. Et le rapprochement avec Israël était devenu plus facile à partir du moment où d'autres pays peut-être plus puissants, plus importants, l'avaient déjà fait. Après, Israël est dans la continuité d'une politique africaine qu'elle a depuis fort longtemps, qui est une politique militarisée, en fait. Et ça, c'est avec tout un tas de pays. Alors souvent, les relations, la nouveauté aujourd'hui, c'est que c'est des relations ouvertes et non clandestines, parce que longtemps, ça a été des relations clandestines. Et d'ailleurs, il y a eu des épisodes de collaboration avec les anciens régimes soudanais. Avant, sous Omar el-Béchir, il y a eu des rumeurs, mais auparavant, par exemple, sous l'ancien régime de Numeri, pour faire fuir les populations juives éthiopiennes vers Israël, il y avait eu des collaborations clandestines. Mais ça a souvent été une politique militaire portée notamment plus récemment par des acteurs qui sont des anciens de l'armée de Tsahal, qui
qui vont lancer leurs propres, leurs propres entreprises de sécurité, etc., qui vont contribuer à cette politique étrangère. Dans d'autres pays comme le Cameroun, vous avez également eu des collaborations militarisées. Donc, à cet égard-là, en fait, l'attitude d'Israël par rapport au Soudan et les relations qui se mettent en place sont tout à fait logiques, en fait, s'inscrivent vraiment dans cette logique durable. Après, voilà, c'est aussi, en réalité, cette politique étrangère sécuritaire, c'est aussi quelque chose qu'ont alimenté les militaires soudanais. On a assez clairement vu, même s'ils ont pu rencontrer également les Américains, etc., puis des personnalités civiles dans les différents pays, on a clairement vu qu'il y avait une politique étrangère du côté civil, ciblée sur un espèce de récit Soudanese back, etc., d'appui économique, etc., puis une politique menée par les militaires très ciblée sur le sécuritaire, sur des accords voilà, pour obtenir des armes, du financement et tout ce qu'on veut. Merci beaucoup, Anne-Laure. Donc, pour revenir un peu sur la situation juste donc, après le coup d'État, donc très vite, en fait, Abdallah Hamdok va être placé en surveillance, et ce pendant un mois. Ça se passe le 21 novembre. Après, il y a une signature d'un accord de 14 points avec le général Al-Burhan, et là, il va réintégrer, en fait, le gouvernement. Donc, aux yeux de la rue soudanaise, Hamdok apparaît donc à ce moment-là comme, je cite, le traître de la révolution en 2019. Vous avez à ce moment-là également 12 ministres qui vont jeter l'éponge. Donc, je les cite, donc le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Justice, de l'Éducation, l'Agriculture et l'Énergie. Donc, le gouvernement, en fait, il est, on peut le dire, désormais à la merci, en fait, totale de l'armée. Et donc, il y a deux questions que je me pose. La première, peut-être pour aussi le public qui nous regarde, quels étaient justement les principaux points de cet accord qui remet apparemment en question la feuille de route qui a été négociée vers les élections libres pour 2023. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on peut parler ici d'un vrai coup de maître de la part de Al-Burhan qui arrive par ce coup de passe-passe de normaliser, on va dire, un peu ce coup d'État. Alors, ce qu'il y a dans les 14 points qui ont été signés sont d'un flou artistique assez incroyable. C'est-à-dire que c'est assez surprenant de voir des acteurs politiques signer ce type de document, parce que c'est le retour au document constitutionnel du 4 août dans l'ensemble, mais avec une limitation des pouvoirs des civils plus forte, mais qui est mal définie. C'est-à-dire que c'est très ouvert. L'interprétation de ce document va être un casse-tête politique, et l'enjeu de rapport de force extrêmement violent, je pense, dans le futur, puisque, à part dire on redonne aux civils, mais pas aux partis, l'armée ne veut pas du retour des partis politiques, ce document est relativement vide. Il n'y a pas grand-chose. Le deuxième point qui est important dans ce document, c'est la limitation des comités de démantèlement de l'ancien régime. Voilà, on ferme la porte aux partis politiques sur la transition, donc en fait, de fait, aux acteurs civils, parce qu'aujourd'hui, les acteurs civils de la transition au Soudan sont des partis politiques ou des associations professionnelles, mais sont des acteurs politiques organisés, et ce sont eux qui avaient récupéré le pouvoir là dans le gouvernement précédent. Donc on ferme la porte à cela, et on ferme la porte à des transformations, aux poursuites anticorruption, etc., des comités de démantèlement, mais aussi le comité de démantèlement était en charge en partie de nettoyer l'État, c'est-à-dire qu'il licenciait énormément de personnes de la fonction publique sur des faits de corruption ou sur des faits d'allégeance ou de crimes, etc., liés à l'ancien régime. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. Donc, il y a un frein très fort qui est mis à la capacité de transformation de ce nouveau gouvernement Hamdok. Donc ça, c'est ce qui est à retenir, je pense, de ces 14 points. La deuxième chose, Hamdok n'apparaît pas comme un traître seulement aux yeux de la rue, il apparaît comme un traître maintenant aux yeux de l'ensemble des forces civiles, puisque ce document a été signé et négocié sans l'accord
de la majorité. Alors, il y a quelques personnalités de quelques partis politiques qui ont été mis dans le cercle, mais en fait, c'est quelque chose qui a été fait extérieur entre des acteurs de la communauté internationale, Hamdok et ses réseaux, et les militaires. Et ça, c'est quelque chose d'assez fort. Ça veut dire que, d'une certaine manière, ce nouvel accord de transition exclut les groupes révolutionnaires, la partie révolutionnaire de la transition. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement fort symboliquement et qui est perçu comme tel par la rue soudanaise. Je ne pense pas que, par contre, que Bourhan, alors, il doit être relativement satisfait de ce qui se passe, mais son objectif, le premier discours que Bourhan fait au moment du coup d'État, il dissout tout. Il dissout les partis politiques, il dissout le gouvernement, il dissout le Conseil de souveraineté, il dissout tout. Voilà, dans la plus grande tradition des coups d'État. Et le lendemain, il refait un discours assez erratique, assez problématique, où il dit finalement, je ne vais pas tout dissoudre. Face à la montée de tension, il y a des barricades qui sont érigées à peu près partout dans le pays, dans toutes les grandes villes, la pression internationale qui commence à se mettre en marche. Et donc, en fait, l'objectif des militaires, c'était la fin de la transition. C'était de dire on va organiser des élections un jour, qu'on va gagner, mais l'objectif, c'était pas de redonner du pouvoir à Hamdok. Là, ils ont isolé Hamdok. Hamdok est un peu joue un jeu qui est assez particulier, mais bon, il est aussi soumis à une somme de pression qui est assez importante. Mais je pense que les militaires voulaient essayer de tout gagner d'un coup, et finalement, ils ont, grâce à la pression populaire et une partie de la pression internationale qui s'est maintenant arrêtée, ils n'ont pas pu tout prendre. Ils sont obligés de composer avec des forces technocratiques ou en tout cas de maintenir une apparence de transition, même si cette transition, dans les faits, ne se passera pas. Ils sont obligés d'en maintenir une apparence. Alors la question des élections, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué parce que les élections, les forces civiles n'en voulaient pas rapidement. Contrairement à ce qui s'est passé en Égypte et en Tunisie, ils ont fait attention, ils ont regardé ce qui s'est passé dans les autres pays arabes et les forces politiques soudanaises ne voulaient pas d'élections rapides. Ils voulaient d'abord arriver à finir le processus de démantèlement des soutiens au LCP et à l'armée avant d'aller vers des élections. Et donc, l'accélération par l'armée de dire on va faire des élections plus rapidement, c'est aussi dans ce jeu-là où l'armée pense avoir intérêt à faire des élections rapides parce que les forces politiques en face n'auront pas pu mener le démantèlement, n'auront pas pu refaire un recensement, n'auront pas pu refaire un découpage électoral, n'auront pas pu faire encore la paix avec les dernières forces des groupes rebelles qui sont toujours en armes et qui, eux, représentent des forces politiques très importantes dans le pays. Et donc, voilà, il y a beaucoup de choses derrière cet accord de transition. Merci beaucoup, Clément. Donc, dans cette situation où les groupes révolutionnaires et finalement toutes les forces civiles se trouvent un peu marginalisées, ce n'est pas carrément exclu, quel avenir peut-on espérer en fait, pour les revendications démocratiques au Soudan alors? Encore une fois, moi, je ne peux pas répondre à cette question. À un moment donné, c'est tellement difficile. Bon, je pense qu'on peut quand même faire l'hypothèse qu'elles vont se maintenir et que c'est des revendications qui vont encore être portées pendant quelques temps parce qu'il y a quand même des acteurs constitués, comme disait Clément, qui les portent. Après, c'est aussi dans quelle mesure ce sont des revendications démocratiques et quel type de démocratie. Ça, c'est aussi un grand enjeu parce qu'on parlait des élections. Il y a, je pense, une dimension importante à un moment donné, c'est que après 30 ans de régime autoritaire, on ne sait pas ce que pensent les Soudanais. En fait, on n'a pas de sondage, on n'a rien de tout ça. Donc les élections, c'est aussi que personne ne sait trop qu'est-ce qui va en sortir. En fait, si on les organise demain, je pense que bien malin celui qui prédit correctement le résultat. En fait. Donc il y a un gros inconnu qui fait aussi, qui légitime aussi d'attendre pour certains acteurs, parce qu'en fait, il faut reconstituer des réseaux politiques, il faut les reconstituer parfois dans d'autres régions, etc. Les zones, voilà, dans certaines zones rurales, on ne sait pas trop ce que les gens pensent. Donc c'est un vaste inconnu.
qui nécessairement pose problème à notre analyse et à l'idée de pouvoir prédire ce qui va se passer. Après, les gens ont montré qu'ils ont quand même une volonté de se mobiliser, même face à une répression qui a été particulièrement sévère et qui démontre, je pense que ce que Clément disait, la volonté qu'en fait de tout emporter de la part des militaires et qu'ils n'ont pas pu mener à bien. Donc il y a une expérience de la mobilisation qui se renforce, une expérience qui vient d'avant 2018-2019, mais qui s'est aussi acquise pour pas mal, je pense, de jeunes gens, notamment pendant les mobilisations. Et les gens, une fois qu'ils ont pris l'habitude de s'organiser, une fois qu'ils ont, comme les comités de résistance, des espaces où ils se rencontrent, où il se passe des choses, c'est aussi une énergie qui est difficile à tuer rapidement, en fait. Donc, je pense qu'elles vont... Voilà, tout ce que je peux dire, c'est que je pense, mais là, je prédis l'avenir, que ça va continuer sous diverses formes pendant un certain temps. Après, est-ce que dans 2 mois, en fait, on revient dans un contexte complètement autoritaire, extrêmement fermé? Est-ce qu'on a de nouveau des massacres? Ça, je ne peux pas m'avancer sur cette question-là. Je suis d'accord pour dire qu'on ne peut pas s'avancer sur ce qui va se passer. Le contexte de fluidité est très mouvant actuellement parce que les choses changent très rapidement, n'invite absolument pas à pouvoir se positionner réellement. En revanche, je pense que la révolution, tout le monde a été relativement finalement surpris de la capacité des comités révolutionnaires locaux à être capables de réorganiser un nouveau mouvement 2 ans après. C'est quelque chose d'assez fort qui, comparativement à d'autres pays, justement, ne s'est pas passé. Et ça s'explique en grande partie parce que ces espaces ont été des espaces à la fois de mobilisation et de socialisation politique, mais aussi des espaces d'administration publique locale participative. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tous ces acteurs qui étaient des acteurs révolutionnaires, les anciennes, donc la Lejna Charbia, qui était le comité populaire avant et qui était déjà un espace de participation politique locale sous le régime précédent. Localement, la participation politique n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui s'inscrit plutôt dans la durée. En fait, cet espace, tous ces jeunes révolutionnaires, sont essentiellement beaucoup de jeunes, se sont mis aussi à être une partie de l'État, à distribuer des subventions, à organiser en même temps des mobilisations. Et du coup, cet espace de participation et de culture de participation politique n'est pas forcément à mettre sur la même chose que des élections ou des étalons de mesure de la démocratie libérale, mais qui sont des actes de participation très forts. Ce n'est pas quelque chose qui va être facile pour les militaires. Et d'ailleurs, après le coup d'État, ce qui a été très fort, c'est que l'armée qui disait reprendre en main le pays n'a pas été capable de reprendre en main les quartiers de la capitale. C'est-à-dire que les quartiers ont continué à fonctionner de manière autonome, avec des services de l'État local qui ont continué à être remplis par ces comités révolutionnaires qui, en même temps, mobilisaient la population et dressaient des barricades. Et donc, ça s'inscrit, je pense, dans cette durée très longue de la mobilisation avant la chute de Béchir, où les choses se sont inscrites dans la durée sans nécessairement qu'il y ait une violence, comme le disait Anne-Laure, absolument destructrice à ce moment-là. Et donc, ces habitudes de socialisation politique par le bas, c'est quelque chose qui reste et qui va être dur à éteindre pour le régime. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas réussir à l'éteindre s'ils y mettent vraiment du cœur, si je peux parler comme ça. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, les choses sont encore très ouvertes parce que le coup de l'armée n'a pas complètement réussi. Hamdok est de retour. Une partie de la communauté internationale semble être d'accord avec ce nouveau deal, mais une grande majorité de la population soudanaise n'a pas l'air de le soutenir. Donc on est encore dans une période où les choses sont en train de se jouer et c'est très difficile de dire dans quel sens ça va aller. Merci beaucoup à tous les deux. Donc effectivement, je pense que si on pouvait résumer cette troisième partie, on pourrait peut-être dire que la société soudanaise reste effectivement assez mobilisée en faveur justement d'une transition démocratique, dont le mot démocratique serait encore donc à définir ce qu'on met là-dedans. La communauté internationale, quant à elle, semble toutefois préférer soutenir les dictateurs plutôt les forces pro-démocratie. En effet, la Troïka, composée donc des États-Unis, du Royaume-Uni, mais aussi de la Norvège,
et qui est à la manœuvre sur le dossier soudanais. Ils ont salué un accord qui permettrait, je cite, de remettre le Soudan sur les rails de la transition démocratique. Alors, cette attitude de la part des pays qui composent donc la Troïka témoignait-elle d'une naïveté ou une mauvaise compréhension de la situation soudanaise selon vous? Je pense ni l'un ni l'autre. La Troïka, c'est quand même des pays qui travaillent depuis longtemps sur la question du Soudan, sur diverses choses. Donc, a priori, il y a quand même eu une accumulation des connaissances dans les organismes qui en font partie. Je pense qu'à un moment donné, les acteurs externes sont, ceci étant dit, ils sont dans la même position que nous sommes dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'ils sont face à une situation extrêmement complexe, extrêmement fluide, et prennent des décisions par rapport aux relations qu'ils ont avec les différents acteurs, etc. Je pense que tout le monde a, enfin, je veux dire, le fait que Hamdok signe un accord après avoir plus ou moins disparu pendant 2 semaines, où il était, on ne sait pas trop, il a quand même été victime aussi il y a quelques années d'une tentative d'assassinat, oui, parfois. Personne qui fait de la politique étrangère ne se leurre sur ce qui se passe. C'est peut-être une mauvaise lecture de est-ce que la population va continuer à se mobiliser à ce niveau-là. Après, moi, mon approche de cette question-là des puissances étrangères, c'est qu'en fait, il ne s'agit pas nécessairement de soutenir pour toujours l'un ou l'autre. À un moment donné, le Soudan n'est pas une puissance majeure. Ce n'est pas un pays pour lequel les pays étrangers vont aller au front, en fait, à ce point-là. Donc, on va suivre un petit peu le courant pour aller du côté, peut-être, qu'on juge être celui qui va sortir sur le dessus de cette lutte et de ce combat. Mais à un moment donné, il n'y a pas d'engagement non plus extrêmement fort, ni d'un côté ni de l'autre, en fait. Et quand on parlait des déclarations qu'il y a eu après le coup d'État, pardon, en réalité, alors à part la Russie qui s'adressait moins aux Soudanais que de toute façon à l'Occident, pour le dire de façon très vaste, en réalité, c'était des déclarations extrêmement vagues. On dit on veut revenir à la transition, mais ça veut dire quoi en fait de revenir à la transition? On partage le pouvoir avec les militaires, donc on pouvait mettre tout et n'importe quoi et adapter en fonction. Donc voilà, moi c'est mon interprétation de ce soutien-là, qui je pense n'est pas on veut soutenir les dictateurs contre les gentils civils, la situation étant plus complexe que ça, mais vraiment, bon, vu nos intérêts, vu ce qui se passe, on fait des calculs, et des calculs qui peuvent provoquer effectivement des réactions de la part de la population assez clairement mécontente de certaines prises de position. Merci beaucoup, Clément. Quant à l'Union européenne, elle a paru plutôt effacée en fait du dossier soudanais. La question que je me pose, c'est quel rôle pourrait jouer justement l'intérêt que l'Union européenne a au Soudan, notamment depuis ce fameux processus de Khartoum, donc qui pose en fait un peu la question de la migration, et où l'Union européenne a voulu en quelque sorte trouver dans le Soudan un partenaire pour endiguer un peu la menace de la migration. L'Union européenne n'est pas un acteur extrêmement majeur de la politique au Soudan, et c'est un acteur relativement effacé, comme dans beaucoup d'endroits de la politique étrangère, de toute façon. Et c'est aussi un acteur qui, au Soudan, n'a pas l'habitude, du fait de ces accords tendancieux, problématiques sur les migrations, n'a pas l'habitude de faire de déclarations publiques extrêmement frontales ou courageuses. Je pense qu'on est dans la ligne de cela. Après, je sais pas exactement ce qui se passe chez les diplomates européens. Je pense qu'il y a eu sur la question soudanaise, il y a un vrai lead qui a été assumé par les Américains sur la question, sur les questions des pressions, etc., notamment parce qu'ils avaient été un petit peu humiliés avec leur envoyé spécial par les militaires, et qu'ils n'étaient pas très ravis de cette humiliation diplomatique, et que l'Union européenne a suivi, comme bien souvent, la position de ses acteurs, notamment la France et l'Allemagne, et la Troïka, qui était quand même qui n'est pas l'Union européenne, mais qui menait plutôt la danse des négociations. Je pense que la question migratoire
pas forcément une question. Alors, Emeti a essayé de peser dessus il n'y a pas très longtemps en disant, regardez, ce sont mes forces qui empêchent les passeurs de faire entrer en Libye puis en Europe une partie des migrants, et sans moi, vous ne pouvez pas le faire. Je suis pas sûr que… alors, une grande partie de l'argent du processus de Khartoum va à la question de la formation de police et de police de frontières, que ce soit un régime militaire ou civil. Je ne suis pas sûr que ça change réellement la donne énormément. Et donc, je pense que cette question migratoire est une partie, de toute façon, des préoccupations européennes comme, depuis un moment, vu les accords avec la Turquie et le Soudan. Mais voilà, je pense ils étaient plutôt suiveurs de choses. Ils ont un peu condamné le coup d'État sans condamner complètement tout, un peu comme ce que Anne-Laure disait. Et je voudrais juste rajouter un truc, moi je pense, en plus aussi qu'une partie des acteurs étrangers veulent des formes de stabilité et ont des processus, enfin des manières d'appréhender les formes de transition comme des formes de transition négociées avec des acteurs de cette manière-là. Et en fait, ils ont des manières de coller des schémas de pensée, des schémas politiques. Et on retrouve ça à Hamdok, c'est un ancien des UN, des technocrates pour les pays européens qui seraient des professionnels de la transition. Ça va très bien aux pays européens. Pourquoi s'embêter avec des partis politiques qui sont un peu bruyants et qui en plus n'arrêtent pas de se disputer et de se diviser? Finalement, ça colle plutôt bien au schéma de pensée transitologue dont sont porteurs un certain nombre d'institutions et un certain nombre de pays, et aussi une approche un peu formaliste. S'il y a un accord, etc., les choses vont se passer de telle manière, alors qu'on voit bien que l'accord précédent a été bafoué allègrement par les militaires et que ça n'a absolument pas marché. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi des visions à la fois d'habitudes de pratique, des visions idéologiques de comment faire une transition qui jouent. Alors, en même temps, je suis aussi complètement d'accord, c'est-à-dire que le Soudan est un acteur relativement mineur, mais bon, il y a quand même un peu d'instabilité dans cette région, hein. Donc, il faut quand même un peu de stabilité au Soudan, et que cet accord ramène de la stabilité, éloigne l'idée d'une explosion du pays, alors qu'il y a une assez mauvaise lecture, parce que le Soudan est de toute façon déjà en guerre civile. Donc, c'est pas quelque chose qui forcément découlerait du processus révolutionnaire s'il n'y avait pas de deal civil-militaire. Enfin, Si je peux me permettre, pour appuyer ton point sur la question des modèles, je pense que c'est les modèles de partage du pouvoir, en fait, sont très dominants pour les questions aussi de régler des conflits. On le voit, on essaye de faire ça en Éthiopie dans une situation qui, à mon avis, ne permet plus. On a essayé de faire ça au Soudan du Sud, pareil, dans une situation qui, je pense, ne permet plus de faire un partage du pouvoir. Et en fait, c'est un modèle vu comme en soi potentiellement plus démocratique au sein d'un partage du pouvoir, mais qui, comme tu disais Clément, en fait, nécessite d'identifier des acteurs clairement à qui on va pouvoir donner le pouvoir, et nécessite d'en exclure d'autres. Et c'est pour ça que souvent, ce sont des choses qui fonctionnent assez mal, mais c'est une pensée qui est clairement assez dominante depuis, je pense, à peu près la fin de la guerre froide, en fait, hein, depuis le début des années 90. Merci beaucoup à vous deux. Je me permets de poser une dernière question et puis on ouvre au débat avec le public, puisque à côté de l'Union européenne et bien évidemment de la Troïka, il y a eu beaucoup d'actions bilatérales qu'on a pu se mettre en place, notamment la France et l'Allemagne, qui ont annulé leurs créances envers le Soudan, un total donc de 5,5 milliards de dollars afin de permettre à ce pays le retour dans le concert des nations. Ils ont également aidé le Soudan à solder son passif avec le Fonds monétaire international. On se rappelle peut-être le 17 mai 2021, c'est à Paris qu'est organisée la conférence sur le Soudan où le président Macron a reçu ses homologues égyptiens et éthiopiens, rwandais, saoudiens, koweïtiens et plein d'autres. Pourquoi en fait cette mobilisation bilatérale pour le Soudan? Quels sont les intérêts de la France et de l'Allemagne, peut-être plus pour la France, dans ce pays?
Je peux commencer. Commence. Alors, ma lecture des choses, sans être spécialiste de la politique étrangère française, c'est que l'intérêt pour l'intérêt pour le Soudan est moins un intérêt pour le Soudan qu'un intérêt pour avoir un pied dans une région où on a un espèce de retour de compétition de grande puissance, ou tout du moins un discours disant on a un retour de la compétition de grande puissance, qui est une sorte de prophétie autoréalisatrice, qui fait qu'on a un intérêt à s'investir dans cette région-là. Et que vu, voilà, alors évidemment, dans la région Afrique de l'Est, c'est Djibouti qui est traditionnellement notre allié, le partenaire français, même si les relations se sont tendues, se sont affaiblies depuis quelques années. Mais le Soudan, avec cette évolution, cette révolution était en quelque sorte une opportunité de reprendre un pied dans un autre endroit, alors qu'on a tous ces discours sur les Russes qui vont être à Port-Soudan, voilà, les Chinois qui vont revenir, ou je ne sais pas trop quoi. Donc je pense que la question du Soudan, et ceci étant, la politique étrangère est faite par tout un tas d'acteurs. Vous avez évidemment le MAE, vous avez l'AFD, vous avez Service France, tout un tas d'acteurs qui ont des intérêts différents à aller au Soudan. C'est aussi un terrain d'intervention pour tout un tas de politiques d'appui à la transition, de politiques économiques, etc., qui alimentent aussi la bureaucratie d'une certaine façon. Donc il y a différents intérêts, mais on va dire, pour moi, voilà, mon interprétation des choses, c'est que c'est moins une question d'intérêt fondamental pour le Soudan, qui est un pays avec lequel on n'a jamais eu de relation, avec lequel on n'a pas un passé ou un passif, comme on l'a avec d'autres pays en Afrique, et sur lequel on a assez peu de connaissances, en fait. Mais à partir du moment où c'est une région qui semble intéresser tout un tas d'autres puissances, on se dit qu'il faut avoir une présence. Et sur la question de l'aide bilatérale en termes monétaires, donc il y a eu de l'annulation de la dette, une dette de toute façon qui était non remboursable parce que l'État soudanais est en faillite, mais cette aide a été bloquée après le coup d'État. C'est quelque chose quand même d'importance et qu'elle n'a toujours pas été redébloquée. Alors, elle sera probablement redébloquée, mais c'est aussi une carotte et un bâton. Les Américains ont fait la même chose. Il y avait presque 1 milliard d'aides directes au gouvernement soudanais qui ont été suspendues juste après le coup d'État. C'est la manière de pression. C'est aussi une mise en dépendance. Donc, de fait, les militaires et les civils doivent composer maintenant avec ces grands bailleurs qui de fait, 5 milliards et demi, c'est énorme. 1 milliard d'aides directes au gouvernement soudanais, c'est énorme aussi. Et donc, en fait, ces aides, elles sont, c'est jamais un cadeau, donc c'est du donnant-donnant. Donc, ça permet de replacer évidemment la France et d'autres pays dans cette région. Je pense qu'il y a quand même quelques appétits économiques qui doivent s'ouvrir, même si à voir dans les années futures, mais faut pas oublier que le Soudan était sous embargo et complètement marginalisé et que finalement pour les démocraties capitalistes européennes et américaines, c'est l'arrivée d'un nouveau marché potentiellement qui était contrôlé par une bourgeoisie conservatrice liée au parti, aux frères musulmans soudanais et par l'armée. Et potentiellement, dans la transition, il y a aussi toutes ces mines, ce pétrole, toutes ces choses-là sur lesquelles on pourrait peut-être faire de bonnes affaires. Je pense que ça peut être aussi vu à différents niveaux comme le retour dans le commerce international, dans l'économie capitaliste internationale d'un pays qui en était complètement écarté et que ces aides, elles sont dans cette perspective-là. C'est-à-dire que ces aides, c'était quand même pour aider le Soudan à rentrer au FMI, à la Banque mondiale, à réintégrer l'OMC, qui sont les organes de l'organisation du capitalisme. Voilà. J'aurais peut-être encore une dernière question annexe, puisqu'on en a discuté un peu en amont concernant le discours que Emmanuel Macron avait prononcé justement à la conférence du Soudan à Paris, où il disait, je vais le citer ici, « Votre révolution est aussi singulière parce qu'elle est post-islamiste, parce qu'elle a mis fin pour la première fois dans toute la région à un régime utilisant l'arme de l'islam politique. »
Et à côté, on a donc Volker Perthes, envoyé spécial pour le Soudan, qui a tweeté que le Soudan, et ça rejoint un peu ce que vous venez de dire, Clément, est une opportunité pour les investisseurs, ça veut dire un nouveau marché qui potentiellement s'ouvre. Donc dans les deux citations que je viens de prononcer, on voit en fait très peu un soutien aux demandes démocratiques du peuple soudanais. Ça vous choque ou ça vous paraît plutôt être le monnaie courant? Et moi, je m'interroge aussi par rapport justement au discours du président Macron. Je se focus en fait sur l'islam politique. Pourquoi miser sur ça en particulier? En fait, on a discuté, comme disait Clément, à un moment donné, le fait est que c'est une réalité, que c'est une révolution qui, alors à mi-fin, on peut débattre dans quelle mesure, etc., a un régime islamiste, qui était un des seuls régimes islamistes qu'on connaît dans le monde aussi, enfin, il n'y en a pas tant que ça. Donc, une république. Voilà, après, la question de la religion n'est pas nécessairement centrale dans nos relations avec le Soudan et voire avec beaucoup d'autres pays avec lesquels qui sont à majorité musulmane et avec qui on a des relations. Donc, je pense que c'est pas c'est vraiment pas du tout quelque chose qui joue, à part peut-être quelques inquiétudes sur la diffusion de certains mouvements terroristes, etc., radicaux, ce qu'on veut, mais qui sont des inquiétudes assez rendues banales aujourd'hui dans les relations internationales. Donc, voilà, pour moi, c'est vraiment pas quelque chose sur lequel il faut se focaliser. C'est un discours aussi qui avait tout un tas qui alimentait un peu, en parlant de la révolution soudanaise, la révolution française, qui était un discours qui faisait aussi écho à tout cet imaginaire-là. Après, sur la question de pas de soutien pour les revendications démocratiques, je pense encore une fois, la politique étrangère, elle est faite par tout un tas d'acteurs. Je suis certaine qu'il y a des acteurs qui sont mobilisés pour le Soudan parce qu'ils croient aussi à cette transformation, qu'il y en a d'autres qui n'y croient pas et pour qui ce n'est pas le point central, et que de toute façon, soit vous êtes très cynique vis-à-vis de la politique étrangère, vous dites que ce sont des intérêts économiques, etc., très matériels, soit il y a des dimensions idéologiques. En réalité, je pense que les choses coexistent. Et en soi, je pense que c'est pas particulièrement choquant aussi quand on est face, en tout cas, c'est choquant si vous voulez, c'est pas choquant si vous pensez que voilà, il faut être entre guillemets réaliste, mais face à une situation difficilement lisible, qu'est-ce que ça veut dire de soutenir les aspirations démocratiques concrètement? C'est aussi une vraie question en fait. Ça veut dire soutenir qui exactement? Ça veut dire comment? C'est aussi des questions qu'il faut se poser dans une situation où on ne connaît pas nécessairement les acteurs, où on a du mal à lire les alliances, etc., qui se nouent en fait. Je n'ai vraiment pas grand-chose à rajouter, à part que l'idée de l'islam, de toute façon, n'est pas vraiment une question de la révolution. Donc, en tout cas, localement, elle n'est pas perçue comme ça. L'utilisation, vous avez beaucoup de poèmes et de musique de chansons actuellement qui dénoncent les vendeurs de paradis d'avant, du régime d'avant. Mais la question est-ce que le Soudan était de toute façon un pays, une terre peuplée de musulmans et devant être pris en considération, c'est pas une question. Je pense que Macron, comme souvent dans les discours des dirigeants internationaux, a calqué des cadres d'analyse qui n'avaient pas lieu d'être et qui s'adressaient probablement avant tout à un autre public qu'aux Soudanais. Et du coup, je pense qu'il faut... voilà, c'est pas forcément très intéressant. Par contre, c'est pas faux qu'il y a une certaine... je pense que c'est pas ça qui intéresse en dernier lieu la politique étrangère française, mais c'est quelque chose qui est quand même pris en compte par cette politique étrangère. La question de l'islam politique, c'est quelque chose qui existe, qui fait partie de leur cadre d'analyse. Après, je ne suis pas sûr que les décisions de soutenir ou pas des processus démocratiques se fassent sur cette décision-là, parce que comme l'a très bien rappelé Anne-Laure, c'est ailleurs pas du tout une question. La France soutient aujourd'hui les formes de transition par des formes d'aide internationale très classiques, de retour dans des formes de mise en dépendance de l'État soudanais, avant toute autre chose.
c'est pas forcément les questions démocratiques qui les intéressent, mais plutôt le retour du Soudan dans une organisation mondiale d'État. Je pense, je suis pas. Si je peux ajouter, je pense qu'il y a peut-être un petit reste d'approche de la modernisation où on a tendance à penser que les questions, en améliorant la situation économique, on va améliorer la situation démocratique, quelque chose sur lequel en sciences politiques on débat depuis fort longtemps. Donc il y a peut-être aussi cette idée-là, et en fait il y a aussi un public soudanais pour cette idée-là, en fait, sur l'idée que l'économie va s'améliorer en étant intégrée à l'économie internationale, en ayant ses aides, etc. C'est aussi un objet de débat au Soudan, en fait. Et donc, il y a des deux côtés, il y a des acteurs qui se sont rencontrés sur ces points-là aussi. Et ça a été l'enjeu d'une décision des FFC sur ces questions d'économie et d'intégration à l'économie de marché international. C'est pour ça que une partie des forces de gauche soudanaises ont quitté les FFC parce qu'ils étaient en désaccord avec cette réintroduction. Et c'est ça qui a aussi divisé les forces politiques soudanaises sur les dernières années. Eh bien, merci beaucoup à vous deux. Je vais prendre les questions et pour cela, je vais me balader dans la salle. Donc, je vous quitte un instant. Voilà. Et on a certainement aussi sur le site. Merci beaucoup. Juste pour... j'ai observé les deux révolutions, ou la première révolution et le coup d'État. Il y a un réseau social très récent, c'est le Clubhouse. Et j'ai constaté que les Tunisiens sont très actifs là-dessus, les Soudanais sont très actifs là-dessus. Ce que j'ai observé comme différence entre la première, la révolution et le coup d'État, c'est que le discours s'est radicalisé d'une manière extrêmement violente avec le coup d'État. Et qu'il y avait un retour aussi à un anti-égyptianisme et le discours anti-égyptien est devenu presque insultant. Il y avait des tentatives de certains chercheurs égyptiens d'intervenir dans les rooms de Clubhouse soudanais. Ils se devaient virer d'une manière vraiment violente. Alors peut-être ça traduit le rejet de l'ingérence du général Sirsi et son régime et ses services d'enseignement. Une deuxième observation, il y avait beaucoup d'écrits, des articles qui décrivaient l'intervention de Geoffrey Friedman la veille de la coup d'État comme étant un feu vert au coup d'État. Vous venez de dire que c'était une humiliation diplomatique à l'égard des États-Unis. Alors, je me pose la question, parce que j'ai posé la question à Volker Perthes, qui n'a pas voulu me répondre franchement en tant qu'ami, mais m'a répondu diplomatiquement. Il m'a dit que vous avez l'expérience des Américains, point à la ligne. Alors, c'est aussi une question. J'ai été étonné, et pour terminer, j'ai été étonné aussi que le Soudan du Sud a joué un rôle intermédiaire entre les putschistes et le Premier ministre. C'est un peu comique comme position. Merci beaucoup. Voilà, je vous laisse répondre. Sur la question de l'intervention des Américains, ce sont des membres du gouvernement qui ont été libérés depuis, qui m'avaient dit que les Américains avaient essayé de trouver un nouveau terrain d'entente et que l'envoyé spécial était là pour trouver un nouveau terrain d'entente. Ce nouveau terrain d'entente n'était pas nécessairement acceptable pour les civils pour autant. Néanmoins, c'est ce que eux m'ont dit. Après, voilà, on est toujours dans la reconstruction de choses sur lesquelles on n'était pas présent. Donc, que cet envoyé spécial était venu avec un certain nombre de propositions pour éviter un coup d'État et pour maintenir le Soudan sur des rails de transition. Après, les rails de transition acceptables pour les Américains ne sont pas nécessairement les mêmes que pour les civils. Donc ça, c'est une autre question, parce qu'apparemment, ce rendez-vous a été bloqué en partie par Bourhan et en partie par Hamdok. Les deux n'étaient pas d'accord sur l'issue. C'est ce qui est ressorti. Sur la question de l'anti-égyptianisme,
l'anti-égyptianisme n'est pas forcément très nouveau au Soudan, hein. L'Égypte a été une force colonisatrice avec les Anglais pendant très longtemps, ce qui était plutôt du domaine de la blague. Il y a énormément de blagues, d'humour aux dépens des Égyptiens. Je pense que le match de foot qui a eu lieu entre l'Algérie et l'Égypte au Soudan, où tous les Égyptiens soutenaient l'Algérie contre les Égyptiens, a aussi marqué un peu un certain nombre de mémoires à un moment. Enfin, bref, les Égyptiens ne sont de toute façon pas très bien perçus au Soudan et sont vus comme des Harabis, donc des personnes malpolies et sans affiliation aussi d'appartenance forte à leur terre ou à à leur tribu ou des choses comme ça. Il y a des choses comme ça, mais là, c'est pas ça qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est le soutien de l'Égypte aux militaires depuis le début. Donc même au début de la Révolution, les Égyptiens soutiennent les militaires et essayent d'empêcher la signature du document constitutionnel du 4 août. C'est des choses, il y a eu des échanges qui ont été rendus publics. Le jour du coup d'État, apparemment, Bourhan va en Égypte pour discuter avec ses homologues égyptiens. Il n'en fallait pas plus avec un terreau historique assez important pour que le passé aussi colonial de domination, etc., ressorte. C'est-à-dire que, évidemment, je pense que les Français connaissent ça dans beaucoup de pays d'Afrique, quand on vient donner des leçons dans des pays qu'on a colonisés, on n'est pas toujours très bien reçu et c'est normal. Et je crois que il y a aussi cette histoire assez compliquée entre les Égyptiens et les Soudanais qui est ambivalente, hein, d'ailleurs, parce qu'il faut beaucoup de Soudanais depuis la Révolution sont allés en Égypte parce que les écoles égyptiennes sont ouvertes gratuitement pour les Soudanais. Et donc, il n'y a pas besoin de visa, les Soudanais y vont, habitent, et il y a une communauté extrêmement nombreuse de Soudanais en Égypte. Donc, rien n'est aussi... mais il y a des petits problèmes là-dessus. Peut-être que tu veux répondre un peu plus. Je ne sais pas. Non, je n'ai pas grand-chose à ajouter sur la question, sur la dimension peut-être un peu ironique de voir les Sud-Soudanais jouer j'allais dire les entremetteurs, mais c'est pas vraiment ça, mais les intermédiaires. En réalité, ça fait partie des ironies de gens qui se sont battus puis qui ensuite, du moins se parlent et collaborent. C'est la même chose, hein, c'est Emiti, Minawi se sont battus, aujourd'hui sont du même côté. Donc ça fait un peu partie de relations qui en fait, même si on s'est battu, même si on a été en confrontation violente à un moment donné, ce sont quand même, encore une fois, ce sont des gens qui se connaissent. Et même si l'indépendance du Soudan est faite, et voilà, ils reviendront, en tout cas, mon interprétation, ils ne reviendront jamais dans un Soudan uni. Il y a quand même cette idée que ce sont des frères, en fait, hein, et des deux côtés, que bon, c'est quand même un drame qui s'est passé là, et que du coup, c'est aussi, c'est plus facile peut-être d'avoir ces intermédiaires-là qui connaissent tous les acteurs que d'avoir des gens qui viennent d'autres régions du monde et connaissent beaucoup moins, peuvent beaucoup moins en fait aller parler et peut-être parler franchement aux différentes parties prenantes. En fait. Et les accords de paix ont été signés à Djouba. Ouais. Les accords de paix qui ont été négociés entre les groupes rebelles et l'armée et les composantes civiles a été signé à Djouba sous l'égide de Salva Kiir et de l'État sud-soudanais. Donc on est plutôt sur quelque chose voilà, c'est des acteurs qui se connaissent, qui ont l'habitude de négocier et de se parler. Et c'est pas finalement si surprenant, c'est ironique, mais finalement pas si surprenant. J'ai aussi quelques questions pour vous de nos spectateurs sur Zoom, et puis je continuerai dans la salle après. Jeanne Gorin, elle voudrait savoir comment les mobilisations contre le coup d'État se sont-elles organisées? Quelle différence par rapport aux mobilisations durant la Révolution? Donc ça, c'est une première question. Et une autre question qui nous vient de Paul-Marie Poukoulou, qui nous dit « Bonsoir et un grand merci pour ce beau moment de partage. J'aimerais juste demander à nos intervenants si pour eux,
Omar el-Béchir est un acteur absent ou présent de la transition soudanaise. Qu'en est-il de sa situation judiciaire aujourd'hui et de son avenir? La première. Ouais. Je vais répondre sur les mobilisations. Il y a une grosse différence entre les mobilisations révolutionnaires de 2018-2019 et celles d'aujourd'hui. C'est qu'en 2018-2019, les comités révolutionnaires qui se sont créés étaient justement en gestation, en création et en train de se faire. Aujourd'hui, c'est pour ça que la réaction était aussi forte dès le lendemain du coup d'État. Ces comités étaient déjà là et, comme je l'ai dit, sont aussi des unités administratives dans certains cas. Bon, alors c'est un peu complexe parce qu'il y a deux types de comités, mais on va pas rentrer dans ce détail-là. Mais ils sont déjà là, ont des activités locales, des activités de mobilisation. C'était déjà remobilisé depuis les tensions grandissantes entre l'armée et les civils à partir de septembre-octobre. Ils ont déjà organisé des manifestations et un certain nombre de choses avant. Et donc, les structures organisationnelles étaient déjà là. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a des structures, il y a un succès de la mobilisation. Néanmoins, c'est un changement assez fort. Et aujourd'hui, les personnes qui s'occupent de définir les mots d'ordre, de donner les lieux de rendez-vous, qui ont aussi élaboré un nouveau document de demande révolutionnaire, ce sont les comités révolutionnaires de quartier qui se structurent. Alors que en 2018-2019, vous aviez alors des mobilisations aussi par quartier assez décentralisées, mais qui prenaient le relais les unes sur les autres plutôt que tous en même temps, comme c'est le cas aujourd'hui. Et vous aviez d'autres acteurs, notamment le SPA, l'Association des professionnels soudanais, qui essayaient tant bien que mal d'essayer de maintenir des formes de structure, de donner des lieux de mobilisation, des mots d'ordre, d'élaborer un certain nombre de demandes. Et donc voilà, vous avez un changement un petit peu dans les acteurs qui est dû au temps passé, mais vous retrouvez globalement les mêmes personnes dans la rue. Par contre, les formes de mobilisation ont un petit peu changé. Là où l'évitement systématique, il y avait avant la chute de Béchir, vous aviez quelques barricades dans certains quartiers, mais assez peu. Aujourd'hui, c'est quelque chose de systématique partout dans les quartiers d'habitation. Les manifestations de nuit pour préparer les grandes manifestations n'était pas quelque chose qui se faisait pendant la Révolution. Il y avait des points de rendez-vous plus ou moins secrets qui étaient donnés 20 minutes, 30 minutes avant, et les jeunes de différents quartiers allaient à cet endroit-là, affronter les forces de police, bloquer quelques routes et repartaient. Là, vous avez plutôt tout de suite la volonté de massifier avec des petites manifestations de jeunes les soirs et les nuits pour donner les mots d'ordre du lendemain de la grande manifestation. Donc, vous avez des dynamiques qui sont un petit peu différentes, même si on garde cette forme assez décentralisée de manifestation, en tout cas dans la capitale, parce que dans les villes de province, les points de rendez-vous sont plutôt centraux que par quartier. Mais en tout cas, dans la capitale, qui fait quand même une ville de 8 millions d'habitants, vous avez ces mobilisations par quartier et ces points de rendez-vous une fois par semaine de rassemblement qui rassemblent plusieurs quartiers sur des grosses manifestations. Et aujourd'hui, depuis l'accord d'Amdoc, la répression a quand même sensiblement diminué, même si elle n'a absolument pas disparu. C'est important de le notifier, mais du coup, l'affrontement avec les forces de sécurité a quand même un petit peu baissé d'intensité depuis l'accord entre Amdoc et les forces armées. Sur la question par rapport à Omar el-Béchir, je pense qu'il est encore en prison. Il me semble qu'il a été jugé sur des faits en fait essentiellement de corruption, et que pour ce qui est des faits relatifs davantage aux questions de répression et de guerre civile, et notamment au Darfour, ça reste à être traité, avec la grande question. Alors, deux choses. Je pense que personne ne veut le retour de Omar el-Béchir dans le jeu politique. Je ne le vois pas avoir des fidèles, alors que le NCP ait encore des soutiens, c'est une question, mais qui sont, je pense, des soutiens, comme disait Clément, parce que ce sont des gens qui ont perdu leur emploi dans l'appareil d'État, etc.
et peut-être un soutien pour l'idéologie, hein, mais Omar el-Béchir, en soi, n'a jamais nécessairement été quelqu'un qui attirait le soutien pour lui-même, en fait, même durant les 30 ans du régime. C'est pas un leader autoritaire si charismatique que ça, comme il y a pu y avoir dans d'autres endroits. Donc, enfin, et c'était pas quelqu'un autour de qui il y avait vraiment un culte de la personnalité. Enfin, il y a eu des tentatives, ça n'a jamais trop pris. Donc voilà, et les militaires, l'appareil sécuritaire n'a aucun intérêt à ce que ce personnage-là revienne. Ils l'ont enlevé. On a aujourd'hui Bourhan qui le remplace en quelque sorte, qui fait l'affaire. Il n'y a aucun intérêt qu'il revienne. Il est bien trop embarrassant, représente bien trop l'ancien régime parce qu'on voudra de toute façon maintenir les apparences du changement, quoi qu'il arrive. Après, se pose la question du transfert à la CPI. Et sur ce sujet-là, il y a quelques temps, je sais qu'il y avait eu une visite des gens de La Haye au Soudan, puis j'avais eu plusieurs appels de journalistes me disant ils vont envoyer Omar el-Béchir à la CPI. J'étais moi, surtout sur le Soudan, je ne crois que ce que je vois, et pour le moment, tant que je ne l'ai pas vu dans un avion direction La Haye, je n'y crois pas vraiment, parce qu'en réalité, ça embarrasserait beaucoup d'acteurs de l'envoyer là-bas, parce que de là, peut-être certaines informations sortiront. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, des gens comme Emeti, comme Bourhan ont été mêlés aux mêmes affaires, notamment au Darfour. Et donc, c'est un peu si on tire le fil, qui va arriver derrière. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt à l'envoyer là-bas, je pense, pour le moment. Et il y a aussi, après, une réflexion, voilà, la CPI n'est pas censée se substituer au jugement des pays qui sont souverains. Donc, en réalité, s'il peut être jugé au Soudan, c'est tout à fait normal, et ce serait peut-être vu plus positivement par certains acteurs, sachant que la CPI est quand même très controversée sur la question d'un traitement différencié des acteurs africains par rapport aux autres acteurs d'autres régions du monde. Donc voilà, pour moi, il y a ces deux raisons-là qui font qu'a priori, je ne vois pas très bien ça se passer prochainement. Après, si demain ça se passe, ne me contactez pas. Et après, du coup, se pose la question de qu'est-ce qu'on en fait. Je pense que alors, Nimeri, le dictateur précédent, avait fini ses jours dans sa maison, je ne sais plus où exactement, mais on l'avait laissé, on l'avait laissé partir. Je ne suis pas sûre que ça se passe pour Omar el-Béchir. Je pense que l'intérêt de tout le monde est qu'il finisse en prison, en fait. Oui. Et qu'il y ait de jugement ou non, s'il peut disparaître de cette façon-là, c'est ce qui arrangera la majeure partie des acteurs et qu'on oublie un peu. Moi, j'ai plus de questions sur d'autres acteurs qu'on a vu un peu disparaître dans la nature, comme Salah Ghosh, qui est l'ancien dirigeant des services de sécurité, de renseignement, qui apparemment serait en Égypte, ce qui alimente aussi la controverse. Donc, ce sont des acteurs qui, pour moi, ont plus de capacité de jouer un rôle, parce qu'on sait que ce sont des gens qui ont des réseaux puissants qu'Omar el-Béchir actuellement. Oui, je pense que le point de friction, Omar el-Béchir, c'est un point de... C'est créer une tension alors qu'il y a déjà énormément de tension entre les différents acteurs. C'est rajouter une tension. Tout le monde va très bien s'il est en prison et ça arrange finalement tous les acteurs, qu'ils soient civils ou militaires, qui soient à cet endroit-là. Merci beaucoup. Il y a encore une question. Merci. Merci d'abord pour cet échange assez intéressant. Moi, j'aimerais revenir un peu sur l'accord de 2019 entre les civils et les militaires. Et ma question est, est-ce que cette approche qui a été adoptée par les civils d'avoir un accord avec les militaires et de leur faire confiance et d'essayer de gouverner ensemble, de mener une transition démocratique ensemble était un bon choix en soi? Et si oui, qu'est-ce qui a manqué à cet accord et qui a empêché la réussite de la transition démocratique? Et un peu plus globalement, d'un point de vue sciences politiques ou transidéologie, quelle approche devrait-on suivre face à une situation qui ressemble à celle du Soudan, un régime autoritaire qui est face à une révolution soudaine? Et donc, quelle est la meilleure approche à suivre pour mener et faire réussir une transition démocratique? Je ne sais pas ce que la question se pose. Je sais que c'est une question assez complexe. Et une autre question, quelles sont selon vous les leçons qu'on peut tirer
ce processus qu'a vécu le Soudan, qui peut nous servir dans notre expérience dans le futur, surtout avec cette dynamique des printemps arabes qui ne s'arrête pas, qui connaît des vagues. Et donc, le scénario du Soudan va sûrement avoir lieu dans d'autres pays. Donc, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cette expérience? Merci. Comme tu veux. Je peux commencer. Vas-y. En fait, sur les transitions politiques, démocratiques, bon, il faut faire la distinction. En fait, je pense qu'on est parfois encore un petit peu victime d'une espèce de pensée fin de l'histoire une fois que la révolution est faite et qu'on commence à avoir des accords et tout ça. En fait, les transitions des années de la troisième vague de démocratisation, qui sont un peu là où on a vraiment construit nos modèles transitologiques, etc., 10-20 ans plus tard, on s'est rendu compte qu'en réalité, ce qui a émergé, ce n'était pas une majorité de démocratie consolidée, c'était des régimes hybrides. Et en réalité, aujourd'hui, on se rend compte aussi que les démocraties qu'on pense consolidées ne le sont pas tant et qu'on a tout un tas de democratic backsliding, de recul démocratique. Donc déjà, en fait, ce qui fait que là, on est à l'échelle d'un processus de transformation politique. Là, on est vraiment tout au début, en fait, de ça, et que c'est pas en 1 an, c'est pas en 2 ans, c'est pas en 3 ans qu'une démocratie se crée. C'est vraiment des choses qui sont sur la durée, qui ne sont jamais définitives. Et donc déjà, il y a ça qui je pense, est important quand on considère les leçons à tirer et tout ça. C'est compliqué quand on est de toute façon dans des processus indéterminés sur le très très long terme et qui sont soumis à de multiples facteurs qu'on ne peut pas prévoir. Et après, on sait très bien que sur la gestion des transitions et tout cet enjeu de en fait ne pas alimenter les forces contre-révolutionnaires, parce que c'est ça l'enjeu, soit que ce soit des militaires, des bureaucrates, des fonctionnaires, etc. Comment éviter qu'ils s'en aillent? En fait, on sait que dans tout un tas de cas, par exemple, le cas portugais, vous avez une vague de purge, puis ensuite on va quand même réintégrer un certain nombre de gens 1 ou 2 ans plus tard, parce que finalement, à un moment donné, il y a l'idée de concéder, puis on a des vagues comme ça d'aller-retour. Donc, c'est des processus qui progressent selon leur propre logique et qui ne sont jamais complètement terminés. Je me perds un peu dans mon explication. Donc, je vais peut-être te laisser la parole. J'adhère entièrement à ce que tu as dit. Je pense qu'il n'y a pas de… Au moment où la transition commence, il y a des rapports de force qui se mettent en place, mais c'est quelque chose d'extrêmement dynamique, changeant, où les calculs des acteurs et les calculs des institutions, des clivages, etc., bougent en permanence, et ce qui en fait de toute façon quelque chose dont on ne peut pas prévoir la fin. Ce qui est sûr, c'est qu'au moment de la signature de cet accord, les acteurs soudanais pensent que c'est le meilleur accord qu'ils vont pouvoir avoir avec les militaires. Est-ce que c'est réellement le cas ou pas? On ne peut pas relire l'histoire non plus. En tout cas, c'est pas quelque chose que je peux faire. En tout cas, les acteurs soudanais, à ce moment-là, se disent on n'arrivera pas à avoir plus, c'est déjà beaucoup. Et c'est pour ça. Et en plus, les acteurs soudanais, rappelons-nous quand même que les FFC, il y a une centaine de groupes politiques. C'est-à-dire que les acteurs soudanais ne sont pas un et unique, et que déjà, cet accord est aussi le produit de négociations internes entre de multiples acteurs civils, et que cet accord, d'ailleurs, après, cet accord a très vite été décrié par la rue. Je reviens sur le début de la question, parce que sur la transitologie, je suis d'accord avec ce que Anne-Laure a dit, de toute façon. Donc, cet accord, il a été décrié très rapidement parce qu'il donnait trop de place aux militaires, mais en même temps, il y a toujours cette tension de toute façon entre une partie des acteurs qui veulent assez rapidement, et c'est quelque chose d'assez important au Soudan, parce que vous avez toute une génération de politiciens des années 80 qui négocient en ce moment beaucoup les accords, qui ont 70, 80 ans, etc., et qui le disent relativement clairement en disant c'est notre moment de nous asseoir à la table du gouvernement. Ils sont souvent issus de groupes qui sont issus des élites postcoloniales, qui pensent avoir
un rôle historique ou en tout cas d'être les personnes qui doivent mener cette transition parce que ce sont des politiciens des années 80, parce qu'ils ont été affaiblis ou ont été des opposants pendant les 30 années, et que c'est leur moment, et que plus on joue la tension et plus on recule, moins ils ont de chance. Et plus on donne de place à des nouveaux acteurs, moins ils ont de chance d'avoir cette place à la table. Et c'est très clairement dit par un certain nombre d'acteurs dans des réunions politiques entre partis politiques soudanais. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui est à prendre en compte dans ces négociations. Il y a beaucoup de dynamiques, ces dynamiques générationnelles, ces dynamiques politiques propres, ces dynamiques postcoloniales sont à prendre en compte parce qu'en fait, c'est quelque chose. Contrairement à d'autres endroits, peut-être le Soudan alors le régime d'Omar el-Béchir, le régime de l'Ikhaz, du salut, a été une rupture radicale dans les années 89-90. Ça a été une rupture radicale dans les élites dirigeantes, dans les secteurs de la bourgeoisie qui ont dû s'exiler. Il y a eu des purges absolument immenses. C'est un changement dans l'État, c'est un changement assez radical. Aujourd'hui, une grande partie des leaders qui signent les accords et qui sont de retour au gouvernement sont les perdants des années 90. Et qui reviennent sur des réseaux, sur des légitimités historiques, etc. C'est quelque chose qu'on n'avait pas beaucoup abordé avant, mais je pense que c'est quelque chose qui n'est pas la seule dynamique, mais c'est aussi à prendre en compte dans ces dynamiques d'accords, parce que ces dynamiques d'accords donnent plus de place à ces types d'acteurs-là, et ces types d'acteurs-là sont souvent moins radicaux, pas forcément toujours très démocrates, mais en tout cas ont envie très rapidement d'être à la table du pouvoir. Et je finirai sur cette question-là. Je pense que la question de la démocratie doit être en partie enlevée parce que ce n'est pas une question pour beaucoup de gens au Soudan, et y compris beaucoup d'acteurs politiques qui négocient. C'est en quelque sorte comme c'est le modèle dont on parle toujours post-révolutionnaire, c'est la chose avec laquelle on doit composer, mais ça ne fait pas partie nécessairement des pratiques politiques d'un certain nombre de partis politiques, y compris civils. Ce qui est vraiment l'objet de tensions, c'est les phénomènes de violence et de brutalisation de la vie politique qui sont aujourd'hui au Soudan la ligne de fracture entre les forces armées et les forces civiles, plus que la question de la démocratie. Je voulais peut-être ajouter sur la question des leçons à tirer. Alors, je comparativise dans l'âme, mais quand même, je pense que, en tout cas de ma connaissance très faible des autres cas, par exemple libyens, égyptiens, etc., au Soudan, on est quand même dans, comme on le disait, hein, l'armée n'est pas le seul acteur. En fait, l'appareil sécuritaire est extrêmement fragmenté. Et il y a cet acteur des forces paramilitaires qui sont autonomes financièrement, qui sont devenus les mercenaires de la région, etc. Et en fait, c'est pas la même chose de négocier une transition avec un partenaire militaire des forces armées traditionnelles, même si bon, elles ont des fonctionnements divers et variés, que d'avoir à côté cet acteur qui est vraiment un spoiler potentiel au sens de un acteur qui, s'il n'obtient pas ce qu'il veut, est capable d'exercer une forte violence, en fait. Et je pense que c'est quand même... il y a quand même eu aussi beaucoup de discours sur que veut vraiment Hemeti. Ça reste une sorte d'énigme, plus ou moins, avec chacun son interprétation du personnage. Et ça, c'est, je pense, quelque chose qui peut aussi pas mal expliquer les choix qui ont été faits par les acteurs et qui fait que tirer des leçons de la transition soudanaise pour les appliquer à des contextes où on n'aurait pas cette configuration, où on serait plus dans quelque chose de plus, je dirais, entre guillemets, classique d'un camp civil, un camp, c'est jamais comme ça, hein, mais un camp militaire, est un peu compliqué, en fait, parce que, et on est dans un pays qui a aussi connu des guerres civiles importantes, ce qui n'a pas été le cas d'autres pays des printemps arabes, et enfin, si, il y en a eu, mais de multiples guerres civiles avec, comme on disait, et d'ailleurs, en réalité, au Darfour, par exemple, la situation, est-ce qu'elle a vraiment évolué depuis 2018-2019 ? Il y a un récent rapport de la FIDH qui est sorti, qui réfléchit à cette question. Bon, les gens sont exposés aux mêmes violences, en fait, plus ou moins. Hein. Donc, on est dans un pays qui est très fragmenté, où il y a cet héritage de violence à régler, en fait, et qui est un héritage très récent, en fait, hein, qui est un héritage immédiat et encore actuel. Alors que dans d'autres États, on est sur peut-être des conflits civils qui datent davantage, etc. Je me permets une dernière question de Michel.
Bonsoir. En fait, vous avez commencé à répondre à ma question, c'était dans le cadre des forces armées, quelle est la dynamique du rapport de force entre MIT, enfin les Rapid Support Force, et l'armée? Deuxième point, jusqu'à quel point l'armée est incivilisée, c'est-à-dire jusqu'à quel point vous avez une armée idéologisée pendant les années 90 et qui est encore, jusqu'à quel point elle est islamiste, quoi. Dernier point, qu'est-ce que est devenu le NIS? Et je ne parle pas forcément que de ses chefs, mais de tout cet appareil qui était omniprésent avant la Révolution, à tous les carrefours des grandes routes, et qui contrôlait tout le monde, tout le temps. Qu'est-ce que ces gens sont devenus? Sur le Nice, il y a deux types de... Les troupes de choc, parce que le Nice avait des troupes de choc et beaucoup d'officiers sont beaucoup allés chez Emeti. Il y a eu un phénomène de vase. Donc à la dissolution de la Nice, une partie de l'armée a essayé de récupérer. La direction de renseignement de l'armée a essayé de récupérer tel quel le Nice. Une grande partie des troupes de choc est allée en fait chez les RSF parce que tout simplement c'est l'acteur qui paye le mieux aujourd'hui au Soudan. Par contre, les personnes des barrages dont vous faites état, ou les personnes dans chaque village, il faut aller s'enregistrer. Il y a des gens qui sont affiliés à cet organe de sécurité. Eux sont passés sous le contrôle de l'armée, institutionnellement. Donc, ces gens existent toujours. Donc on était, au moment du coup d'État, on était dans un village de la Gézira avec un certain nombre d'étudiants et de collègues. Et quand on est arrivé, le soir même, 1 heure après notre arrivée, les gens de la sécurité sont venus nous voir pour savoir ce qu'on faisait là. Les anciennes pratiques ont toujours cours, c'est ce que je disais un petit peu au début sur cette hétérogénéité des administrations, etc. Donc la Nice est toujours là, mais elle est fragmentée, elle n'existe plus en tant que composante. Je ne sais pas, après, voilà, ça reste une boîte noire, hein, la sécurité, c'est toujours extrêmement compliqué. Et entre Emeti et l'armée, alors je ne suis pas sûr que l'armée soit unifiée derrière son chef. En tout cas, c'est le discours qu'elle donne. C'est pas forcément sûr qu'elle le soit tant que ça, parce que les répressions dans l'armée, les répressions dans la rue et le contrôle d'un certain nombre d'axes et de sites sont en fait faits par des milices et non pas par des soldats, ce qui peut être une indication de la méfiance de l'armée vis-à-vis de sa troupe qui a quand même pris la défense des révolutionnaires sur le sitting, et c'est ça qui a provoqué la chute de Béchir quand même, mais il faut le rappeler. Donc voilà, et par contre, il y a eu une tension pendant plusieurs mois. L'année dernière a été marquée par une série de tensions entre les RSF et l'armée, au point que les deux QG qui sont assez proches dans la ville de Khartoum se sont barricadés. On a eu une série de barricades faites, et pas seulement contre les manifestations, mais aussi parce qu'il y a eu une vraie montée de tension entre ces deux acteurs-là, dont le réel problème n'était pas connu, en tout cas je n'ai pas connaissance du réel problème qu'il y avait entre les deux, mais cette tension, elle est forte. Anne-Laure disait qu'ils n'avaient pas toujours les mêmes parrains ou les mêmes alliés régionaux, c'est quelque chose aussi qui concourt à ça. Par contre, au moment du coup d'État, il y a une forme d'unité des forces armées. Alors, unité peut-être de façade, parce qu'on ne voit pas beaucoup Emeti dans les médias pendant un moment. Il y a une chaîne de télé maintenant, Emeti, Night TV, qui a la gloire de ces RSF, où il y a des chants révolutionnaires des RSF, ce qui peut paraître paradoxal. Mais voilà, cette chaîne arrête de diffuser des nouvelles. Il y a un peu de RSF qui répriment, mais ils ne sont pas massivement dans les rues. Et Emeti, qui est d'habitude extrêmement bavard dans les médias et prolixe de sa parole, n'apparaît pas pendant presque 2 semaines. Mais finalement, il se tient du côté du coup d'État. Donc, je ne sais pas, je pense qu'il y a plein de dynamiques assez complexes dans les forces armées. Et qu'on les connaît très peu. Alors, je suis à la fois ravie et très frustrée que vous me posiez cette question, parce qu'en fait, la question de ce qui est arrivé à l'armée pendant
pendant 30 ans du régime de Jean Béchir. C'est ma question de recherche et je fais face à quelques difficultés actuellement pour poursuivre ces recherches, mais j'ai quand même quelques éléments de réponse. Alors, déjà, il y a très peu de recherches qui ont été faites sur ce sujet pour des raisons évidentes. À ma connaissance, sociologie de l'armée soudanaise, ça date des années 70, donc ça a un peu vieilli. Mais moi, ce que j'ai pu voir dans certaines données que j'ai, c'est qu'on a, en 2000, au moment du schisme entre Hassan al-Tourabi et Omar al-Béchir, on a une vague de purges dans l'armée. Ça correspond à des choses qu'on savait plus ou moins, mais qui apparaît assez massif, qui concerne des gens assez bas dans l'échelle, on va dire, des militaires. Ce qui veut clairement dire qu'on a remplacé, on a enlevé potentiellement des gens qui avaient été intégrés par Tourabi, par le FMI à l'époque, avant la prise de pouvoir, au début des années 90, pour les remplacer par des gens potentiellement loyaux au NCP. Après, je pense que ceci n'en fait pas nécessairement une armée idéologisée. Bon, elle est idéologisée depuis fort longtemps, c'est une armée qui a toujours été assez perméable, dynamique, politique et sociale, depuis même avant le régime islamiste. Pour autant, actuellement, je ne pense pas que la lecture idéologique explique l'action des forces armées, qu'il faudrait considérer comme hétérogènes également. Donc, il y a certainement des acteurs qui sont des islamistes convaincus dedans. Mais pour moi, leurs actions sont quand même marquées par un certain pragmatisme et par un certain, disons que l'intérêt de l'organisation et de ses avantages économiques, etc., prime sur promouvoir, du moins ouvertement, un quelconque projet idéologique. Est-ce que ça va revenir à un moment donné? La question reste ouverte, mais en fait, c'est ça, c'est une armée politisée, mais idéologisée, puis qui porterait un projet comme ça. Je pense que même si elle a été purgée, qu'elle a été... c'est pas nécessairement ça la clé de l'explication de cette action, en fait. Mais là, il faudra qu'on en reparle dans peut-être 5 à 10 ans. Voilà, on peut prendre rendez-vous, j'espère. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir partagé votre analyse très fine du Soudan avec nous. C'est pas forcément un pays qui est très couvert et d'ailleurs c'est souvent un peu marginalisé aussi lorsqu'on parle du monde arabe. Donc on a voulu ce soir marquer un peu le coup en mettant le Soudan à l'ordre du jour. J'espère qu'on aura l'occasion de continuer l'échange et peut-être de refaire un point d'ici 5 mois pour voir où ça en est, comment évolue cette fameuse transition démocratique au Soudan. Pour nos spectateurs sur Zoom, merci de nous avoir suivis jusqu'à maintenant et je vous propose de nous retrouver donc la semaine prochaine, donc toujours mardi, le 14 décembre à 18h30. Soit en présentiel, soit en distanciel, avec Arthur Kenney sur les recompositions politiques dans la guerre civile irakienne. D'ici là, je vous dis portez-vous bien, bonne soirée et à la semaine prochaine.